Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour la première interview de Surculture. Et pour cette interview, j'ai tenu à inviter un gars que j'ai vu vraiment progresser dans ces dernières années sur YouTube et même dans la musique. Et je me suis dit, voilà, il fallait absolument que je l'interviewe lui en premier. Je le vois un peu aussi comme un petit frère d'Internet, en fait, parce que je l'ai vu progresser, je vois ce qu'il fait un petit peu et je comprends aussi un petit peu tout ce qu'il fait. Donc je me suis dit, voilà, que j'allais inviter au départ Loni. Donc Loni, c'est ma première interview. Comment ça va, mon vieux? Bah, ça va bien. Franchement, je suis trop content que tu m'aies invité. Ouais. Ouais, je suis. Bah, du coup, depuis le temps, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et ouais, là, ça y est, c'est la première fois qu'on se voit. Franchement. Ouais, c'est clair. On se parle beaucoup sur Internet. Moi, je te suis depuis très longtemps. Et je me suis dit, tiens, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et je me suis dit que le podcast allait être l'occasion parfaite. C'est parfait. Ça, tu vois. Donc déjà, avant tout, comment ça va, cette période de Covid, tout ça là? Comment ça se passe au niveau des projets et tout ça? Bah moi, je le vis particulièrement bien pour le coup. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont le Covid, ça leur a créé du stress ou de l'anxiété. Ouais. Moi, pour le coup, je l'ai très très bien vécu, moi, le confinement, tout ça, le Covid et tout. Bon, après, bien évidemment, je suis assez anxieux pour l'avenir. Ouais. Enfin, je me pose des questions, je me demande comment ça va se passer d'ici les prochaines années, parce que il y a rien pour nous, il y a rien de positif pour nous rassurer là, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais au moins on a l'avantage de faire quelque chose qu'on aime et t'es pas nécessairement tributaire de ce qui se passe dehors. Ça va, tu peux créer ton contenu quelque part. Et on a la chance de pouvoir faire des choses, même demain je suis confiné, bah, je fais des vidéos dans ma chambre. Ouais. On a la chance de pouvoir faire un métier où on peut faire partout. Si demain je déménage loin, ouais. je peux continuer, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais avant de commencer, parce que je t'ai présenté brièvement, youtubeur, rappeur, etc. Mais toi, comment tu te présenterais? Ah la question, la fameuse, je te jure, à chaque fois qu'on me pose la question, je suis là, genre, c'est compliqué. Hein. C'est tellement compliqué de se décrire. Moi, je dirais plus que je crée du contenu. Ouais. Je fais du divertissement autour de la pop culture, un peu, un peu de tout. Je partage ce que j'aime. Ouais. Que le rap, même la musique de manière générale, parce que certains ne savent peut-être pas, mais j'écoute plus de variété que de rap. Intéressant. J'écoute plus de variété que de rap. Et Tame Impala, je me mange. Ok. J'aime bien écouter souvent franchement, c'est un délire. J'écoute le rock, je kiffe de fou. Bah, tu vois, le dernier son de Stromae, là, qui sort, oh là là, comment je me le mange, de fou. Ouais, non, c'est vrai j'ai l'impression que ça m'inspire plus, justement, dans le rap, quand j'écoute autre chose. D'accord. Me manger trop de rap, moi, je peux pas, je deviens fou. Et en plus, mon oreille, il a l'impression d'entendre la même chose en plus, alors que tout le monde est différent, il y a plein de rappeurs. Non, mais c'est clair. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, étant donné que les rappeurs produisent vraiment beaucoup de musique et que aujourd'hui, les gens ont tendance à copier ce qui fonctionne. Tu vas avoir une scène qui est très uniforme. C'est ça. Que ce soit aux US, en France, tu as vraiment ce phénomène-là et je peux comprendre totalement que tu dises. Wow, j'ai l'impression d'avoir écouté la même chose. Ouais. Il y a plein de rappeurs, ils ne se rendent pas compte, ils créent trop d'enfants. Mais impliqué, je le vois déjà, alors qu'il est entre guillemets encore dans ce truc où il monte, il n'est pas encore arrivé. Genre, ça y est, il commence à faire ses armes, mais il y a trop d'enfants d'impliqués, j'ai l'impression. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais... Non, je pense que c'est pas dans ta tête, c'est... Aujourd'hui, quand tu as un artiste qui arrive avec un flow, et c'est la différence avec la nouvelle génération et l'ancienne, selon moi. Dans les années 90, même dans les années 2000, lorsque tu arrives en tant que rappeur et que tu veux t'affirmer, il fallait que tu proposes un style complètement différent pour pouvoir exister. Donc les mecs, alors aux US, ils étaient hardcore là-dessus. Je me rappelle, je te donne des exemples comme ça, mais Ja Rule et DMX, ils avaient des voix un peu rock, tu vois. Exactement. Toi, tu arrives à voir la différence entre les deux. Clairement, Ja Rule, il est plus R&B. DMX, il est beaucoup plus hardcore, etc. Mais malgré tout, ils étaient obsédés par le fait de ne pas vouloir se ressembler. Parce que DMX disait que Ja Rule volait son flow, etc. Et c'était vachement comme ça, même des covers d'albums, tu vois. Genre, lorsque Nas est arrivé avec Illmatic et qu'il a eu cette cover avec l'enfant, lorsque Biggie est arrivé quelques temps plus tard
avec sa cover sur Ready to Die où il a mis une photo de lui enfant, ça a créé des embrouilles parce que les gens voulaient absolument être différents. Et en fait, aujourd'hui, quand tu regardes l'industrie, les gens n'ont aucun problème à se copier histoire de percer, tu vois. Et je comprends du coup que tu trouves que tout se ressemble. Ouais, c'est frustrant. Ouais. Des fois, des fois en plus j'ai cette sensation de manquer de... Tu sais, quand tu écoutes de la musique et que ça te fait une sensation d'euphorie, j'ai l'impression que pendant un moment, surtout en 2020, j'avais l'impression qu'on perdait un peu de ça. Il y avait moins cette folie dans la musique des gens et tout. Et tu vois, je t'ai parlé de Stromae tout à l'heure, je sais qu'il va me procurer des choses, tu vois, genre l'enfer, ça m'a procuré des choses. C'est moi la musique, faut qu'elle me parle comme ça. The Weeknd pour moi c'est un génie, tu vois, vraiment comme on peut. Son dernier projet là, il y a des sons mais c'est pas possible. Je l'ai pas encore écouté mais non mais vraiment let's go. Après j'ai préféré After Hours. Mais c'est clair que bon, je m'attendais à une masterclass et je suis servi. Donc, tant mieux. Bon, on va reparler de tes goûts musicaux tout ça, mais c'est vrai qu'en France c'est difficile de trouver un nom à ce que tu fais parce que finalement tu utilises YouTube parce que c'est la plateforme la plus adéquate pour faire ce que tu as envie de faire de la musique, faire des vidéos, faire de l'acting, etc. Mais finalement, le terme approprié, ce serait entertainer. Mais en France, quand tu dis entertainer, les gens ne vont pas forcément comprendre. Divertissement, divertisseur. Mais moi, je te mettrais dans la case des divertisseurs, parce que même influenceur, je trouve ça un petit peu réducteur. Ça voudrait peut-être dire que tu es sur Instagram et que tu fais quelques photos, et finalement, toi, tu es dans la création de A à Z, tu es dans la musique, etc. Donc, je trouve que tu as un positionnement qui est hyper intéressant quand même dans le terrain, sur Facebook, sur YouTube. Et moi, j'aimerais bien commencer depuis le début. D'où vient Loni? Où est-ce qu'il a grandi? Et ensuite, comment tu as commencé YouTube? Alors, moi, j'ai fait une partie de mon enfance, du coup, de ma naissance à 5 ans, j'ai vécu à Saint-Denis. Ok. Et ensuite, j'ai déménagé de plus loin dans le 95, aux alentours de Deuil-la-Barre. Ok. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et c'est aux alentours, arrivé au lycée, je crois, que j'ai commencé à faire YouTube. Je devais avoir entre 16 et 17 ans. Je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Ça correspond à quelle année, ça? 2007, 2016, 2015, 2016, par là, j'ai commencé. Okay. J'ai dû commencer par là. On a je te dis pas n'importe quoi. Très longtemps après, parce que moi, j'ai fait ma première vidéo fin 2016. Ouais. Et toi, t'avais commencé peut-être un an avant, c'est ça? Je crois, peut-être quelque chose comme ça. Ah ouais, j'ai l'impression que t'étais là depuis bien plus longtemps. Même pas. Tu vas rire. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais l'impression d'être arrivé trop tard. Tu sais, c'est cette sensation de se dire purée, mais pourquoi on m'en a pas parlé avant ce truc à l'époque, c'était l'émergence de tous ces youtubeurs, un Panda Moqueur, Sundy Jules, c'était des mecs de mon âge qui font des vidéos dans leur chambre. Je trouvais ça incroyable. Pour moi, c'était des extraterrestres. Hein. Et je me dis, mais moi aussi, je veux faire ça et tout. Et ensuite, tu comprends qu'en fait, ça, c'est énormément d'investissement. Pas forcément pécunier, mais même au niveau de ton temps, le montage, tout, prendre le temps de faire ci, faire ça. C'est énormément de choses. Donc, à partir de là, je me suis dit... ok, je vais commencer, moi, avec mon petit truc. J'avais mon petit Nokia, je le posais et tout. J'avais pas de trépied, rien. J'ai commencé comme ça et vas-y, let's go, tu vois. Wow, t'as commencé à tourner avec un Nokia? Ouais. Un Nokia, ah oui, un appareil photo Nokia? Ouais, mais non, même pas. C'était les téléphones. Ouais. Et je sais même plus. En fait, le truc, c'est que c'était compliqué à l'époque de pouvoir transférer, tu vois, les vidéos. Une fois que t'avais fini la vidéo sur le Nokia, tu pouvais pas récupérer juste la vidéo pour faire du montage. Donc, j'étais obligé de faire tout. C'est assez compliqué, mais en gros, chaque prise que je faisais face cam, dès que j'avais terminé, je mettais pause. C'était ma sœur qui était derrière le téléphone, tu vois. Elle me prenait, c'est elle qui tenait le portable, elle mettait pause, et ensuite, je reprends, et je retenais la phrase que je devais dire, ensuite je reprenais. Donc ça veut dire tout. En fait, tu sentais les pauses et tout. Et si je retrouve les vidéos, je vais péter un câble. C'était nul. Oh, dis pas ça. Mais c'était le début. Mais la vidéo, elle est plus sur ta chaîne YouTube, là? En fait, j'avais commencé sur Facebook et ensuite j'ai mis sur YouTube. Ah, d'accord. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? C'était tous les youtubeurs dont tu m'as parlé plus tôt? Ou c'était peut-être que t'avais envie d'être acteur ou quoi et tu t'es Alors moi, je vais te dire un truc. Je sais que j'avais ce besoin de me faire remarquer
quand j'étais au lycée. J'avais pas forcément j'avais pas forcément envie de faire des vidéos à proprement parler, mais je voulais en fait me faire remarquer dans un truc où tout le monde allait pouvoir dire waouh, ce mec, ce qu'il fait, c'est bien. Parce que en fait, l'éducation qu'on m'a donnée, c'est l'école, il y a que ça. Ouais. Et ça veut dire que et à l'école, j'étais pas hyper bon. Ouais. J'étais moyen, j'étais très très moyen, donc difficile de se faire remarquer avec ces notes. J'ai fait du coup les filières générales, tout ça. J'étais allé en seconde générale, ensuite j'ai fait STMG. STMG, ensuite j'ai fait ça aussi. J'ai fait STMG, mais tu vois, ça finit youtubeur les STMG. Les amis, ouais, c'est ça, je crois, c'est la finalité. Ah ouais. Non, vraiment, c'était pas pour moi, tu sais, tous les trucs là, les tables, bureaux, ça, je peux pas. Genre, j'avais besoin de faire parler ma créativité ou faire quelque chose. J'avais besoin de me faire remarquer. Et à l'époque, j'avais vu Mademoiselle Gloria sur Énergie 12 et elle parlait de ce qu'elle faisait. Je dis, ouais, c'est quoi, ils invitent une meuf de mon âge et tout. Ah bah attends, je vais voir, je vais écouter son histoire. Elle dit que oui, elle fait du YouTube et tout, qu'elle fait du montage, je sais pas quoi. Elle dit, à l'époque, ouais, du coup, il y a 300 000 personnes qui me suivent. Pour moi, c'était incroyable. Ouais. Comment ça, il y a 300 000 personnes qui suivent? Et en plus, quand elle raconte, elle dit ce qu'elle fait, il y avait des extraits de ces vidéos qui passaient. J'ai dit, mais elle a 300 000 abonnés. Donc, 300 000 personnes se posent sur leur sofa pour l'écouter parler. Genre, elle raconte sa vie et tout. Ouais, du coup, ouais, il y a quoi dans mon sac? What's in my bag et tout. À l'époque, c'était vraiment à la mode et tout de fou, tu vois. Il y a quoi dans mon sac et tout? Et elle montre ce qu'elle a dans son sac. Je dis, quoi? Mais moi aussi, je veux faire ça. Genre, moi aussi, je veux faire ça. Genre, parler de ma vie et tout. Je suis sûr, en plus, j'ai quelque chose... Hyper arrogant, le mec. Je te jure, j'étais vraiment condescendant. Ouais, mais tu sais quoi? Je pense que pour commencer un contenu... Enfin, pour commencer à se mettre en avant comme ça sur Internet, il te faut un brin de mégalomanie. Ouais, je pense. Parce qu'autrement, tu vas pas y arriver. Là, c'est clair. Tu dois... te dire que lorsque tu vas faire des vidéos, il y a des gens qui vont te critiquer, etc., et que tu dois devenir... Ça m'a jamais impacté, ça. Ah ouais? Ça, les deux... Ouais, comment tu vis... en gros, t'as commencé, mais t'avais pas peur et tout. Wow. Et moi, je suis tellement... En fait, je crois qu'à l'époque, j'avais pas peur de ça parce que j'étais déconnecté, j'étais con. J'étais vraiment con. Je te dis, genre, c'est une bonne chose. Il y avait trop... Je dirais pas que c'est... Je suis plus conscient. Je dirais plus que t'étais dans la naïveté. Et c'est naïf, bon. ouais. Et c'est bon d'avoir ce côté naïf. Parce que moi, j'ai commencé YouTube plus tard. Ouais. J'avais fini mes études, j'ai travaillé à l'étranger. Donc quand je commence YouTube, c'est vraiment en mode le mec pragmatique. Ok, YouTube, c'est bien pour développer un média. Et du coup, j'étais vachement dans le truc de... Ah ouais, mes anciens boss, les gens que j'ai connus au taf, les gens qui m'ont vu en mode sérieux, ils vont me voir faire une vidéo dans ma chambre, tu vois. Tu te dis, waouh, t'es bonne balais, tu dis, oui, c'est ça. C'est vraiment bizarre, ça. Sachant qu'en plus, quand on a commencé, c'était pas encore. C'est fou. Encore aujourd'hui, ça reste inconventionnel ce qu'on fait. Ouais. Mais ça l'était encore plus avant. Ah bah ouais. Donc ce truc en mode, ouais, tu fais des vidéos dans ta chambre et tout, il y a ce truc où les gens ils se disent, mais c'est pas sérieux ce qu'il fait. C'est pas alors sérieux. qu'aujourd'hui, ils sont à fond, ils sont posés, ils regardent des vidéos, il y a de tout maintenant. Mais tu sais quoi, moi je vais dire un truc, quand tu commences quelque chose comme ça, comme YouTube ou je sais pas moi, un podcast ou quoi, mais surtout YouTube ou Instagram, les gens vont vraiment pas te prendre au sérieux et le but, c'est de changer la donne. Parce qu'au début, tu vas faire 10 vues, 100 vues, etc. Et là, moi je m'étais dit au départ, là, j'ai commencé, j'ai fait 100 vues. Je me rappelle, je rafraîchissais la page pour le premier LSD. Il fallait que ça monte. Tu l'as pas fait, toi? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Tu rafraîchis la page et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai sorti cette vidéo. Il y a grave des gens qui me prennent au sérieux. Et j'ai dit, maintenant, je suis obligé d'avoir de l'audience. Parce que ils vont me regarder en mode rigolo. Le mec, il a tenté un truc, ça va pas marcher. En plus, il s'est cassé. T'es obligé de rester, t'es obligé de continuer. Ouais. Moi, c'était ça, tu vois. Mais de ton côté, je trouve que c'est plus lourd parce que tu as commencé plus jeune au lycée. C'est quelque chose que les gens qui vont regarder potentiellement, c'est les gens qui sont dans ta classe. Ça peut être, ils peuvent être dans la critique, mais en même temps, c'est ok, on est au lycée, ils sont sur YouTube, on va voir. Si, c'est fou, personne me calculait, moi. Ah ouais? Ouais. T'es quel genre de lycéen, toi? Moi, j'étais quel genre de lycéen? Ouais. En fait, je suis le mec qui aime bien faire croire aux yeux de tout le monde que je suis un mec, que je fais un peu mes petites bêtises et tout, je me fais jamais cramer. Je suis un mec posé, je suis un mec tranquille, mais j'aime bien les petites déconnades. Oh, ok.
Ouais, j'aimais au fond de la classe, s'il y en a un qui rigole, je rigole avec lui. Je vois le délire. Mais genre, tu vois, j'ai chaud du daron aussi à côté. Donc, il y a ce... Ouais, les darons, ils étaient chauds avec ça. Non, c'est trop. Et donc, tu lances ta première vidéo sur Facebook. Ouais. Et donc, sur Facebook, qu'est-ce qui se passe quand tu la lances? Sur Facebook, franchement, je me souviens encore de ce que je faisais. C'est d'une gênance. Mais tout le monde kiffait. Ah ouais? Tu vois, tout le monde kiffait et tout. Et en plus, d'ailleurs, j'avais pas commencé directement sur YouTube, justement parce que sur Facebook, ça commençait à se faire. Ok. Et en fait, YouTube, pour moi, c'était pas... Je me suis dit, bah non, personne va me regarder là-bas, il va rien se passer et tout. Et ensuite, j'ai fait une longue pause, j'ai rien fait et tout. Je sais pas pourquoi, je saurais pas dire d'où ça... ce qui s'est passé. Et du coup, quand je suis retombé sur le truc de Mademoiselle Gloria, je me suis vraiment lancé sur YouTube pour de bon. D'accord. Et c'était quoi ta première vidéo sur YouTube? C'était une vidéo où en fait je parlais en fait c'était un mini sketch avec mon pote. Okay. Où sur les rageux, c'est sur FIFA. C'est franchement trop gênant. J'ai tout laissé. Ah ouais, ouais, là pour le coup sur YouTube j'ai tout laissé. Faut tout laisser. Ouais, faut assumer. Faut qu'on puisse voir la progression. C'est ça en fait. Une progression vraiment, tu vas voir du FIFA, genre en mode je fais genre je joue à la Play, mais en fait c'est des manettes de GameCube, j'avais pas la Play et tout. Non mais c'est trop. Ah ouais. Ouais, non voilà, que des trucs comme ça. Bon les gars, vous savez quoi faire. Allez sur la chaîne de Loni, vous retournez sur la première vidéo et vous matez, vous mettez un petit commentaire, un hashtag surculture. Et donc tu lances tes premières vidéos et je suppose que ça a été difficile au début de gagner de l'audience. C'était. Alors je vais te dire un truc, je sais pas ce qui m'a donné la force de continuer aussi longtemps. J'ai commencé à me faire connaître très tard. Pendant 3-4 ans, ça n'a pas bougé. Okay. Ça a été long. Ça a été très long. Et je sais pas quel a été le déclic. Je crois que j'avais fait une vidéo avec mes cousines. Elles sont jumelles. Ah si, j'ai vu ça. J'avais vu. Mais c'est trop. Mais du coup, j'avais écrit tout un script et tout, et c'est elle qui avait fait la vidéo. Et moi, je me suis écarté de la vidéo. Ouais, genre en mode le mec, il fait une chaîne, il monte sa tête, ça fonctionne pas, il monte ses cousines. Ouais, donne-leur la chaîne, vas-y, c'est mieux. J'avais trop de ça. L'aveu de faiblesse. Ça fait le million et tout. Ah ouais. Donc du coup, forcément, les gens ils vont s'intéresser à ce que je faisais avant. Ouais. Et c'est cool ce qu'il fait et tout. Et petit à petit, j'ai commencé à me faire ma communauté et tout. Mais j'ai galéré, ça a mis énormément de temps. Ah oui. Mais je kiffais tellement ce que je faisais, et ça me faisait trop du bien parce que en dehors de l'école, j'avais rien. Ouais. J'avais vraiment rien. J'avais peut-être le sport, mais tu vois, ça m'animait pas. Et ce qui me faisait vraiment du bien quand je rentrais, je te jure, je sortais de l'école, je rentrais vite chez moi pour réfléchir à des idées de vidéos et tout. Ça me faisait trop du bien. J'avais l'impression d'être dans mon délire en plus parce que personne dans mon lycée ne regardait des vidéos sur YouTube ou même suivait des youtubeurs, à part les gros MrV, tout ça. Mais même à cette période-là, les gens les regardaient de moins en moins. Parce qu'ils grandissaient, tu sais, on suivait MrV à ses tout débuts. Nous, on est de cette génération-là. Donc, forcément, quand on grandit, après, nos centres d'intérêt changent un peu. Donc, on regarde moins du YouTube. C'est pas parce que son contenu, d'ailleurs, il fait la même chose et il est tout aussi bon qu'à l'époque. Mais c'est juste qu'on s'intéresse à d'autres choses. Voilà, c'est une question de génération. Vous grandissez. Voilà, hein, tu vois un peu le délire. Ouais, non, c'est clair. Parce que moi, quand je suis arrivé et j'ai vu un petit peu comment ça s'est passé pour toi sur YouTube, tu faisais des vidéos et je t'ai toujours revu avec beaucoup d'abonnés. Enfin, dans ma perception, parce que moi, j'ai commencé après et je te voyais déjà devant. Et t'étais à 100, 150 000, etc. T'arrivais à 230 000 et t'étais dans des thématiques qui étaient des thématiques, je dirais, fun et très autour du hip-hop. Je me rappelle de ta vidéo sur le mumble rap. Ah oui. T'avais fait des vidéos beaucoup autour de ça, autour du hip-hop, etc. Ouais. Et tout de suite, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. On a un YouTuber qui mélange un petit peu son kiff pour la culture hip-hop et qui va faire des vidéos, etc. Et je trouve que ces vidéos fonctionnaient plutôt bien. Ouais, ça fonctionnait bien. Et dès que je faisais une vidéo dessus, dès que ça parlait de la musique, j'avais fait une trilogie sur la K-pop. J'allais t'en parler. Ouais, ces vidéos-là, elles sont cartonnées. C'était un délire à chaque fois. Genre, en plus, je me mangeais... C'est à la période... En fait, cette période-là, c'est une période où je commençais à m'intéresser à autre chose que du rap ou du R&B. Okay. J'étais très dans ça et je commençais à m'intéresser à d'autres choses et j'ai capté qu'en fait il y a d'autres choses à voir, que c'est fou, il y a trop de musique, il y a trop de trucs à voir et tu peux te découvrir en écoutant d'autres choses.
Et du coup, j'ai découvert la K-pop. J'avais l'impression de découvrir un monde entier. Et je me rends compte qu'en fait, au-delà de ça, il y avait une culture autour de cette musique. Il y a tout un truc. Il y a une manière de s'habiller, une manière de parler. Il y a des K-dramas. Mais c'est quoi tout ça? C'est un délire. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Jamais je pensais. Je crois qu'elle fait partie de ces vidéos qui m'ont fait encore monter. Jamais j'aurais pensé que ces vidéos-là puissent me faire monter de cette façon-là. J'en ai fait un deuxième pour approfondir le sujet, un troisième pour parler des différentes choses qui sont dangereuses autour de la K-pop et tout. Ça a pris à chaque fois. Moi, je suis à chaque fois fasciné par cette culture de la K-pop. En fait, j'ai essayé de m'y intéresser et je m'y intéresse un petit peu. Et je sens que je suis pas... En fait, tu sens que c'est pas pour toi. C'est pas pour moi, tu vois. Mais je suis émerveillé par ça. Ouais, t'es admiratif. Voilà, parce que j'avais un gars à moi quand j'étais encore étudiant, Kuniyuki, d'ailleurs, si tu regardes, gros big up à toi, qui m'a fait découvrir cette culture à l'époque. Et à l'époque, c'était avec G-Dragon. Oui, le meilleur de sa génération. Voilà, c'est ça. Meilleur. J'ai l'impression que c'était un peu le parrain de toute cette génération avec la YG Family, etc. Et moi, ça me fascinait. J'essayais de m'y intéresser. Mais je me disais, putain, c'est trop décalé par rapport à moi, tu vois. Mais j'arrivais à observer le truc, à me dire, ah ok, il y a une vraie culture, il y a un vrai truc. Ouais. Mais ce qui m'impressionne le plus avec cette culture, c'est le public. Le public est hyper engagé. C'est-à-dire, moi, autour de moi, j'ai des petits à gauche, à droite, enfin, tu sais comment ça se passe, qui sont dans cette culture, qui s'y intéressent, tout ça. Et je me dis, mais... j'ai jamais vu des fans aussi engagés dans le rap américain. C'est ça. À la rigueur, des artistes comme XXXTentacion, c'était hardcore. Oh, c'est un délire. Je me rappelle pas que c'était hardcore. Je m'en souviens, j'en faisais partie, je pense. Même moi, tu vois, pas autant que vous, parce que moi, je me suis pris plus vieux, donc j'avais un recul. Mais j'avais jamais vu des gens aussi engagés autour d'artistes, autour d'une culture. C'est fou. Est-ce que toi, tu as ressenti ça quand tu as découvert? Bien sûr, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, comment... d'ailleurs, il y a toujours eu des polémiques autour des gens qui écoutent la K-pop. Les gens ont eu une image du coup de ceux qui écoutent la K-pop à cause de ça, parce qu'il y en a qui sont vraiment hystériques. J'ai oublié comment on les appelle, les sasaeng, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est les gens vraiment, c'est des fous de K-pop, mais tu dis un truc mal de K-pop, mais ça fait flipper. Ils te suivent partout et ils te mitraillent, c'est un délire. Et en plus, ils ont une forte communauté sur Amino. L'application Amino et tout, ils ont une communauté énorme. SOE d'ailleurs. Parce que du coup, je m'y étais intéressé, je suis rentré dedans et tout. Ouais. Mais c'est un délire. C'est un délire à quel point ils sont engagés. Ils ont des forums où ils parlent des prochains clips, des trucs et tout, des théories et tout. Je dis, mais mine de rien, c'est passionnant quand même. T'imagines dans le rap, on a des trucs comme ça et tout. Bon, ça existe, mais à moindre mesure. En fait, le hip-hop, c'est les gens... En fait, je l'ai surtout vu aux États-Unis. En fait, les gens vivent la culture hip-hop. C'est-à-dire que les mecs, ils se réveillent, ils ont une attitude, ils vont manger, ils ont une gestuelle. T'as un mec qui va rapper, ils vont aller dans le corner. Oh, il y a un mec qui est en train de faire un battle avec un autre gars. Ça mange, ça parle de la culture. Tu sais, c'est très cool le hip-hop. Tu vois, c'est en toi, ça fait partie de toi. Oh, tel MC, c'est le meilleur en ce moment, on va écouter. Tu vois une voiture passer, boum, t'as de la musique. Tu vas dans un barbershop, il y a de la musique. Les gens vivent la culture hip-hop, tu vois. Mais c'est pas des gens qui sont qui sont hyper qui créent un culte autour d'un artiste, tu vois. C'est pas une culture qui est faite de cette manière-là. Tandis que la culture asiatique, en particulier coréenne avec la K-pop, ils arrivent à créer vraiment des icônes, des stars, des personnes emblématiques que les gens ils les mettent dedans très petits, hein. Tu sais qu'ils les forment tout petits, et en grandissant jusqu'au moment où ils ont l'âge du coup de faire partie d'un boys band, et là bam, c'est pour ça qu'ils dansent, ils chantent. Et on m'avait expliqué d'ailleurs pour BTS comment ça s'était fait. Ce qui a fait la différence avec les autres groupes, c'est que BTS en fait, ils ont moins joué de rôle. Je crois, les personnages de BTS ont moins joué de rôle, c'était beaucoup plus authentique, et du coup, les gens ont adhéré de façon différente et de façon plus encore plus hardcore, tout simplement, parce qu'ils étaient beaucoup plus authentiques. Je pense que les gens commençaient à se dire, bon, de la K-pop, il y a un délai, c'est très mignon, très tout ceci, tout cela, tout est
tout est calculé, tout est mesuré. Et je pense que, à partir du moment où ils ont vu les BTS, ils se sont dit, il y a un mouvement de fraîcheur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu fais tes 3 vidéos là-dessus et ça te fait passer un nouveau stade. Un nouveau public te découvre. C'est ça. Et donc, pour toi, comment tu l'as vécu, justement, cette progression? J'étais trop content. Je me suis dit, vraiment, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est mon travail, il est reconnu. Parce que pendant longtemps, j'ai évité de faire ce qu'on appelle du contenu facile à faire, avec des vues faciles. Comment on dit ça? Du fit and fun, c'est un peu ça, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis toujours dit, je vais essayer de faire des... En fait, j'ai envie que mon contenu soit ludique. J'ai envie de faire du contenu où à chaque fin de vidéo, même s'ils ont bien rigolé, qu'ils se disent j'ai appris quelque chose. Je ressors de YouTube moins bête. Ouais. Et les vidéos sur la K-pop, c'était tout ce que je voulais faire à cette période-là. C'était vraiment tout ça. C'était que les gens ressentent qui se disent, que s'ils se concentrent du coup sur ce que je dis, ils disent le mec il a bossé derrière, il a fait des recherches, il a bien structuré en plus sa manière de parler, il a une bonne éloquence, il a un bon vocabulaire. En plus pendant un moment, YouTube, et c'est vraiment, YouTube m'a apporté trop de bonnes choses. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à être dans ça, j'ai commencé à avoir des envies. En gros, moins dire les mêmes mots dans les mêmes phrases, ce genre de choses, bien m'exprimer. Je suis arrivé à l'oral du bac, j'étais rodé, mais ma prof était fière de moi. Elle m'a dit, mais d'où vient cet exemple? Follow Lonnie Miller sur YouTube et tu seras... La tête, allez me suivre sur YouTube et vous comprendrez tout. Genre, c'est un délire. D'ailleurs, je suis le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Voilà, c'est réglé. C'est calé. Boum. Like, commentaire, partage. Réglé. Mais voilà, c'est tout ça. Franchement, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral après grâce à YouTube. Non, mais c'est clair. En fait, les gens se rendent pas compte. YouTube, c'est un taf. C'est entre recherche, script. Tu joues aussi devant la caméra, tu dois parce que il y a une certaine tenue quand même. Il y a une tenue à avoir, tu veux articuler, tout ça c'est super difficile. Et je te parle même pas de la créativité, des idées que tu dois avoir derrière à chaque fois pour c'est sortir tout le temps, des vidéos. tu dois toujours réfléchir à ce que tu veux faire, tout. Hein. C'est ça. Et en fait, ce que j'aime dans tes contenus, c'est qu'en fait, on sent que tu te reposes pas sur un concept. J'essaie. Hein. Tu essaies à chaque fois d'aller sur des choses différentes. Et ce que j'ai observé à partir, je crois, de tes 300 000 abonnés, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais il y a eu un gros bond ensuite. Ouais, il y a eu un bond. T'as tenté plein de choses différentes. Plein. Et moi, le concept qui m'avait happé, c'était Ops. Je trouve ça drôle parce que je vois Ops. Déjà, je vois le terme Hop. Je me dis, ça se voit déjà, il est dans la culture carré, il est Hop, etc. C'est-à-dire, il doit écouter Lil Durk. Il est fou là, tu vois. Et ensuite, quand j'ai regardé un petit peu le concept, je me suis dit, il a réussi à se renouveler. Il a fait. Une espèce de télé-réalité auto-rap, avec du hip-hop. En plus de ça, t'avais invité Tonio Live. Il y avait Tonio Live, Théodore. Ouais, d'ailleurs, big up à eux. Big up, un gros big up, mais c'était incroyable. C'était lourd. Et en fait, j'ai regardé les épisodes et tout, tu vois, et je me suis dit, ce côté un petit peu joué qu'il a, il a réussi à le mettre en scène dans un nouveau concept. En plus, avec les caméras, etc. Franchement, j'ai trouvé ça lourd. Alors, comment t'es venu l'idée et comment tu t'en es venu à bosser avec Tonio Life et avec Théodore? Alors, et les autres d'ailleurs. Pour Ops, c'est arrivé justement parce que j'arrivais à une période où je sentais qu'il fallait que je touche à autre chose. J'étais allé à Dubaï pour des vacances avec toute ma famille et tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, ça m'a permis de bien me concentrer sur ce que je voulais faire pour la nouvelle année. Parce qu'on était allé en décembre et tout, voilà, on voulait fêter les fêtes de fin d'année du coup là-bas. C'est génial. Ouais, donc en quelle année ça? C'était mes meilleures vacances. On est en 2022. Ouais. C'était de fin 2020. Fin 2020. D'accord. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais ok, pose-toi, qu'est-ce que t'aimes? Bon, on sait que t'aimes faire des vidéos, ok, mais qu'est-ce que tu aimes et que tu as envie de partager avec ta communauté? Moi, c'était la musique, les mangas et tout. Je dis, ok, manga, t'as fait le tour, je pense. Mais qu'est-ce qui t'anime vraiment? Moi, c'est la musique. Et la musique, il y a ce truc, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper fédérateur.
la musique est hyper fédérateur et comment du coup, tu peux fidéliser ton audience et attirer une autre audience autour de la musique, avec la musique. Et c'est de là que m'est venue l'idée de tous ces trucs, genre, faire un truc drôle et avec du divertissement. Hein. Faire Ops, une télé-réalité rap, ce serait marrant ça. Genre, mais jouer et tout, un truc où il y a de l'acting. Battle de rap et tout. Tous les trucs. Clash Room, j'y ai pensé cet été. Okay. C'était l'été dernier, pardon. Okay. C'était l'été dernier, mais tout ça, la battle et tout, tous les petits trucs un peu joués avec de la comédie autour du rap et tout, genre tout ça. Ouais. Genre, ça m'est venu à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, je vais faire un premier test avec Ops et tout, voir comment ça fonctionne. Et ensuite, on verra. Donc de là, mais pour le casting, j'ai eu l'idée de Tonio. On se parlait déjà plus ou moins sur les réseaux et tout. Donc c'était facile pour moi de le contacter, lui dire ouais, ce serait cool et tout. J'arrive un peu en tremblant parce que moi, je vais pas souvent voir les gens pour leur proposer et tout. Tu sais, genre, j'ai toujours peur qu'ils s'imaginent en mode wesh, il me veut quoi lui ou tu vois, genre, j'ai pas envie de les déranger, tu vois. Donc j'arrive, du coup, j'ai un concept, j'arrive hésitant et tout. Et lui, il me dit quoi, mais c'est trop bien, vas-y, let's go et tout. Tonio, c'est un mec comme ça. Il fait pas semblant. Quand il kiffe, il te montre qu'il kiffe, tu vois. J'avais proposé à Théodore à l'époque, il était chaud et tout. Donc et j'ai dit réfléchissez à un personnage qui vous irait bien et tout, pour le truc. Je propose du coup à mon petit frère. Et tout, d'où du coup il s'est créé le personnage de Moby. Et puis il y avait ma poteau Maïlet, tout ça et tout. Il y avait Chess, enfin bref, et Chess qui s'est créé son personnage de Tipon, tout ça. Ouais. Il est fou. Et c'était incroyable. L'énergie était vraiment monstrueuse. Et quand est sorti le premier épisode, c'est là que j'ai compris. Dans quoi je devais. Il avait l'accent. Il avait l'accent. Putain, ouais. Il me faisait rien. Tipon. Goulanguet, maman. Mais partout. Son personnage, il est incroyable parce que en fait, lui, il est comme ça. Il est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Genre, quand il déconne et tout, il lance des accents et tout ça. C'est grave drôle. Ça se voit que c'est joué sans être joué. C'est ça. Tu sens que et tous, c'est des personnages. Je ne voulais pas du tout leur imposer un personnage. Je dis, choisis un personnage qui tirait bien. Genre, et tout, donc ça veut dire que forcément, quand ils font leur personnage, personne d'autre ne peut le faire à part eux. C'est vraiment eux, tu vois. Ouais. Et c'est quand le premier épisode est sorti, c'est là où je me suis dit, je touche peut-être quelque chose. On a peut-être quelque chose et je devrais peut-être petit à petit me diriger vers un contenu qui de divertissement qui tourne autour du rap. Tourne autour de la musique et tout. Elle fait 1 million là. La première ? Ouais. Dès qu'elle est sortie, elle a fait 1 million ? Non, elle a fait 500 000 quelque part par là. C'est déjà excellent. Ouais. Et du coup, ça a fait des vues sur du long terme et tout. Ça a fait 1 million, c'est fou. Ouais. Et donc de là en plus, on a imaginé un 2, un 3 et tout. Et en fait, ça s'est arrêté brusquement parce que j'ai ce truc où je veux tout faire tout seul. J'ai beaucoup de mal à déléguer. Et du coup, j'ai fait j'en pouvais plus. Mentalement, j'étais à bout. Donc, j'avais des cernes jusqu'aux joues. Mes abonnés, ils le remarquaient. Ils me disaient, mec, t'es fatigué, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me suis dit, ok, je vais arrêter. Si demain, je reprends Ops, un truc dans le genre, il faut que j'ai une équipe. Ouais. Il faut que j'ai une équipe. En fait, les gens ne se rendent pas compte. YouTube, c'est hyper intense. Et on adore ça, hein, mais c'est hyper intense. Et en général aussi, étant donné que tu es dans ton monde et que tu as du mal, comme tu disais, à déléguer, à expliquer aux gens ce que tu as dans la tête, tu te retrouves souvent seul à faire ton propre truc. Et aussi, il y a aussi cette envie d'être régulier. Moi, je souffre de ça toutes les semaines. Ouais, c'est dur. C'est tellement dur. C'est de se dire, ok, je vais lancer des vidéos, etc. Il faut que je sois régulier. Surtout quand on est seul. Hein. Quand tu es seul, etc. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir des gens autour de moi. J'ai un monteur, j'ai quelqu'un qui gère le community management de Iconic. Donc, il y a des choses qui tournent. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire les choses seul. Et quand je te voyais de l'extérieur, je me disais, il doit faire les choses seul. C'est toi qui fais les montages. Ouais, c'est moi qui faisais, plus maintenant, depuis 1 an. Ah, Dieu merci. Mais quoi, me foutre en l'air, mais tout, les Clash Room, les trucs, les nains, non. Ops, tout, c'était moi, par contre. Et t'as sorti combien d'épisodes et tu les sortais tous les combien ? Alors, par rapport aux épisodes, il y a 4 épisodes qui étaient sortis. 4 épisodes qui étaient sortis et c'était 1 toutes les 2 semaines. J'essayais, en tout cas.
Il y avait des épisodes, c'était trop dur de. J'espère que. Tu vois, les abonnés, des fois, il faut qu'on comprenne. Quand on sort pas, c'est pas qu'on veut pas. Ouais, c'est pas qu'on veut pas sortir. Moi, si je pouvais mettre ça même tous les jours. Les jours, je le ferais. Je le ferais. Mais des fois, tu peux pas tenir la cadence comme ça, c'est pas possible. C'est clair. C'est que là, c'est à partir de là où je me suis dit, il faut que je commence à déléguer correctement, donner au monteur. Ouais, tu lui dis, bon, écoute, voilà ce que j'aimerais, on regarde, il y a ce rush, nanana. Et je suis tombé sur la perle rare, vraiment. Donc, je pense qu'il verra la vidéo et tout. Mais la perle, vraiment, le feeling est passé directement. Ah, c'est super. Moi, j'avais trop peur, tu sais, sur le monteur. En fait, ok, ton montage, il est bien, mais est-ce que tu vas pouvoir, du coup, retranscrire mon identité visuelle, mais en apportant ta touche à toi? C'est toute la problématique. Moi, je te dis, franchement, avec le monteur, en fait, toi, tu sais de quoi je veux parler. T'as une relation presque intime avec lui. Oui. Parce qu'il voit aussi il voit tout, oui. Il voit absolument tout. Moi, j'étais gêné au départ par rapport à ça. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, fuck, lui, c'est son travail. Donc, il a dû en voir d'autres. C'est pas grave. C'est ça. Vas-y, et une fois que tu te débloques dans ça, ça y est, tu te mets un doigt dans le nez, tu sais, il s'en fout. Mais mec, moi, je fais des trucs devant les LSD. Des fois, je suis en train de me regarder comme ça. Et après, je me dis, toi aussi, tu fais ça? Pour voir si j'ai rien. Pas un truc, je dis, oh, mais là, j'ai un truc bizarre, là. Après, des fois, je me parle, je dis, putain, mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Je dis, t'inquiète. Et des fois, je lui parle, du coup, tu vois, je dis, t'inquiète, calcule pas ce bail. Calcule pas ce bail, il y a un truc qui m'a énervé, là. Mais les gens, ils savent pas, on fait des trucs trop gênants devant la caméra, et il y a des trucs, vous voyez pas. Et c'est ça, et en fait, avec le monteur, t'as cette relation après qui est hyper intime. En fait, il te connaît. Ouais, il se connaît vraiment. Il te sait, c'est ça. Et des fois même je fais des trucs drôles, je dis il va tomber dessus, ça va le faire rire et tout, tu vois. Par exemple sur ma vidéo de Rick Ross que j'ai sortie là il y a à peu près 3-4 semaines, je me suis mis en costard avec un cigare et je suis en train de fumer, truc que je fais pas beaucoup, tu vois. Et je suis là, je suis en train de faire des blagues, je fais n'importe quoi, j'ai dit mais il va péter un câble. Il va rigoler, tu vois. Et c'est justement le cas, il m'envoie un message, putain t'es fou. T'es fou craqué ou quoi. Cette année je m'en bats les couilles. Cette année je pars en suzette. Mais donc t'as sorti Ops et effectivement, moi je pense que les concepts qu'on lance, surtout ce concept-là en particulier, à un moment donné, c'est vrai qu'il te faut une équipe, il faut peut-être des gens qui t'accompagnent, etc. C'est ça. Et en plus, j'avais peur d'une chose, c'était de perdre la communauté que j'avais bâtie qui regardait pas ce genre de contenu. Je me suis dit, comment je vais trouver le juste milieu aussi avec ça? Il y en a que je vais perdre. Certes, je vais en gagner certains, mais je vais en perdre d'autres parce que moi, j'aime toucher à tout, j'aime tout faire. C'est tout le problème. Sur YouTube, YouTube, en fait, et moi, je l'ai compris. Et toi, je suis content parce que toi, ton contenu, les gens ont l'air de graviter autour de plein de choses différentes. Et ça, c'est lourd. Mais moi, par exemple, dans le mien, je sais que je fais des vidéos face caméra en lifestyle décodeur, mais là, tu vois, on fait un podcast comme ça. J'aimerais faire du podcast, continuer les LSD et faire d'autres trucs. Et je me demande si sur cette chaîne YouTube actuelle, c'est la bonne chose à faire parce qu'il y a peut-être des gens qui disent, le truc, c'est qu'il faut les éduquer. C'est ça. Il faut les éduquer dans le truc. En gros, ne vous inquiétez pas. Si je teste d'autres choses, vous allez toujours retrouver ce truc que vous aimez voir sur ma chaîne. Ne partez pas du principe que si je fais plus tel type de vidéo, comment on me saoule tous les jours avec quand est-ce que tu reprends les vidéos sur les mangas? Les gars, combien de vidéos sur les mangas vous voulez pour être rassasié? J'ai tout fait. Finalement, ce que vous aimez, c'est le fait que ce soit moi qui en parle. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de mecs qui parlent de manga et tout. Vous pouvez être servi. Donc c'est le fait que ce soit moi qui en parle. Mais j'en parle d'une autre façon et en parlant d'autres choses sur d'autres vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas ce que vous appréciez dans cette chaîne. C'est juste que il faut aussi savoir passer à autre chose. Il y a des étapes dans la vie. Quelle est la raison? Il y a beaucoup, je pourrais en citer plein, des youtubeurs que je suivais à l'époque et qui aujourd'hui ont sombré. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils n'ont pas su se renouveler. Et c'est pas qu'ils sont devenus finito, ou c'est bien, ils aiment bien dire ça, les gens. Ouais, ils sont finito, ou ils font moins bien ce qu'ils font. C'est juste qu'ils font exactement ce qu'ils faisaient à l'époque. C'est juste qu'ils n'ont pas su toucher à autre chose, se renouveler et tout. Quelle est la raison pour laquelle un Squeezie, ça fait des années? Quelle est la raison pour laquelle un Cyprien, maintenant, ça fait des années? Cyprien ne reprend plus, ne fait plus ses podcasts comme il faisait à l'ancienne, les pourquoi et tout. Non, il fait des courts-métrages. Ses courts-métrages sont incroyables. Science de l'amour, tous les jours, les gars. Allez, je le mate encore aujourd'hui. Science de l'amour est incroyable. Mais je trouve que de toute façon, Cyprien... Mister V aussi, je le mettrais dans cette catégorie. Mais tu vois, Mister V, c'est l'exception qui confirme la règle. Mister V fait la même chose qu'à l'époque, mais il le fait en mieux. En fait, avec plus de moyens.
Avec plus de moyens. Alors moi, par exemple, tu vois, les polices, j'aime bien, mais moi, c'est Mac Walter. C'est trop débile. Ah, Mac Walter. Moi, en fait, j'aime l'humour débile. En fait. Ouais. C'est ça que les gens genre Théo Babac et tout. C'est trop cet humour-là. C'est ouf, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et moi, en fait, quand je regarde des trucs qui n'ont aucun sens, ça me change de. Tu vois, par exemple, t'as passé toute la journée à regarder des vidéos. Je sais pas, moi, des documentaires. Moi, je regarde des trucs vachement, des fois, sérieux, tu vois. Ouais. Mais des fois, gros, j'aime les trucs débiles. Débiles. Mais bien fait, tu vois, débiles. Mais et il est trop bête, ce la vérité, il est bête. Gros, Mac Walter, le premier truc, quand il est sorti, je me suis dit, mais. Dans le bureau, là. Impossible qu'il ait écrit ce truc. Mais comment t'écris ça, en fait? Tu peux pas, ça s'écrit pas, ça. C'était dans sa tête. Oh non, c'était dans sa tête. Il a dû faire des freestyles. Oh non. C'est une question qu'il faudrait que je lui pose, un de ces quatre. Enfin, faudrait que je demande, parce que putain, c'est impressionnant. Mais ouais, donc, comme on disait, toi, t'as réussi à te renouveler. Et t'as réussi à toucher à plein de sujets différents. Moi, vraiment, c'est ma phobie, je te dis. Hein. Genre, en vrai, il y a des gens tous les jours, refais des battles tous les jours. Si je pouvais faire 15 battles de rap, ce serait lourd. Mais il faut savoir les mettre, pas en te servir trop, savoir quand est-ce qu'il faut en mettre et tout, les mettre un peu, les disperser. Ouais. Non, sinon, après, les gens, ils vont se lasser. Ouais. Ils vont. En plus, du coup, toi, tu vas te perdre. Tu vas commencer à tester d'autres trucs. Et les gens, ils vont. Ce qui est fou, c'est qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre comme toi et qui fera ce que tu fais en mieux. Ouais. Et je veux pas. Ou pas, peut-être. Mais non, mais dans le sens, quand je te dis ou pas, c'est que moi, je l'ai bien vu dans mon contenu. Et moi, je l'accepte. Tu vois, c'est que tu vas arriver avec une tendance. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos un peu biographiques sur les rappeurs et ensuite analyse, moi, je faisais ça en 2 parties. Je me disais toujours, de toute façon, à un moment donné, avec les vues que je fais, t'auras un autre youtubeur ou d'autres youtubeurs qui vont regarder, qui vont adorer ce que je fais et qui vont lancer leur propre truc en reprenant ce que je fais. C'est ça. Et quand ça arrive, au début, ça te fait putain. C'est relou. Ça fout un coup à l'ego. Ça te fout un coup à l'ego, ça t'énerve un peu. Mais au fond, tu te dis, tu le savais. Ouais. Je le savais que ça allait arriver. Et en fait, tu te dis ensuite, dans ce cas-là, ok, très bien, ils le font. Moi, je continue à faire mon truc, mais il faut que je trouve des éléments pour lesquels les gens qui apprécient vraiment mon travail vont continuer. Et aussi, il y a un autre truc qui se passe, c'est que tu vas avoir des gens qui vont regarder ton contenu et qui vont se dire... Enfin, qui vont regarder leur contenu et qui vont... Et tu vas dire, mais toi, t'as commenté sur ma page. Ouais. Tu sais qu'il a repris mon truc. Pourquoi tu leur dis pas, etc. C'est fou. T'es un peu dans ce truc-là, tu vois. Ouais. Mais au final, avec le temps, tu vois, tu l'acceptes. Et tu dis qu'il faut que tu te renouvelles, que tu tentes de nouvelles choses, tu vois. Même moi, avec le lifestyle décodeur, j'adore le faire et je vais continuer à le faire. Mais là, je me dis, cette année, je vais tenter des trucs encore plus stylés, plus cool. Dans le podcast, c'est un truc que je veux faire depuis 3-4 ans de toute façon. Moi, j'écoute sur YouTube, j'écoute que ça quasiment. Les podcasts, je commence à m'y mettre. Putain, je te jure, à l'époque, pour moi, c'était un truc de vieux d'écouter des podcasts audio. Maintenant, quand je fais mon ménage, il faut que j'ai un podcast, il faut que j'écoute un truc et tout. Il y a des mecs qui font des premières écoutes qui s'appellent Amine et Hugo. Sur YouTube. Ouais, si, je les connais. Mec, j'ai fait un truc avec eux il y a 2-3 ans. Ah oui. Ouais. Mais mec, si je te dis, je connais toutes leurs vidéos. Je les connais, je les ai toutes vues. Mais quand je fais le ménage et tout, leurs vidéos, elles font 1 heure. Ouais. C'est parfait. Mais si même ça fait 2 heures, allez-y. Ils sont là, je les écoute. Je les regarde pas, ces mecs-là, je les écoute. C'est un truc de fou. Tu sais, ils ont peut-être quelque chose, il faudrait qu'ils basculent sur du podcast. Mais il faut qu'ils fassent du podcast. En plus, ils ont une culture rap monstrueuse. C'est fou. Des fois, ils parlent d'Eminem... comme si c'était leur petit frère, c'est abusé, ils connaissent toute leur vie et tout. Je me les mange, ils ont refait une première écoute. Une écoute de Detox. Non, Detox, je dis de la merde. Dr. Dre. 2001 l'album qui est sorti en 2015. Compton. Ouais. Compton. J'ai jamais écouté l'album. J'ai écouté la première écoute. Et ce qu'ils en pensaient et tout. Juste, en fait, j'ai l'impression d'être avec des potes. Ouais. Et franchement, il y a de plus en plus des gens qui font des podcasts du tout. Ça, c'est un truc qui ouais. Non, mais franchement, c'est lourd. Les podcasts audio, je pense que c'est... De toute façon, quand t'es un créateur de contenu, aux US, c'est saturé. Tous les trucs, tous les domaines. Moi, j'en écoute depuis 2015 à peu près. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, moi, et c'est ça qui est drôle, c'est quand j'ai commencé YouTube, il y a plein de youtubeurs que je connaissais pas, en fait. Je connaissais pas Seb Lafrite. Ah ouais? Ouais. J'étais trop... Enfin, tu sais, pour moi, c'est la référence en plus YouTube. Mais en 2016, tu vois, genre, quand j'ai commencé YouTube, en fait, je suis allé voir... Je me suis dit, OK, qui fait ce que je fais?
Ouais. Moi, je voulais parler de business et de musique, plus de marketing, on va dire, et de musique, et parler un peu de business aussi, de la musique, en apprendre, etc. Et parler aussi de sneakers, de tout ça, et mélanger toute cette culture-là, tu vois. Et je me suis dit, déjà aux US, qui fait ça? Aux US, il n'y avait personne à cette époque, et il y avait juste soit des documentaires, soit des choses comme ça, mais il n'y avait pas de concept, il n'y a pas un YouTuber qui le faisait. Et en France, il y avait clairement personne qui le faisait. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder quand même comment les YouTubers se comportent, etc. Quel est leur gestuel, etc. C'est un peu, tu sais, c'est un mets étranger. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir vraiment la scène de YouTube. Parce que moi, en France, c'était Mister V, Poisson Fécond, Squeezie, je connaissais pas vraiment. Et sinon, je regardais que, en termes de contenu sur YouTube, aux US, c'était que tous les contenus, en fait, divertissement. C'était des trucs carrés. C'est encore quasiment genre 90% de ce que je consomme, c'était carré. Mais à partir du moment où je suis arrivé sur YouTube et que j'ai commencé à avoir aussi des youtubeurs m'envoyaient des messages qui avaient aussi une audience, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Je me disais, il y a des gens. Voilà, et quand j'essayais de me mettre à YouTube, j'étais tombé sur Seb Lafrite par hasard, tu vois, et j'avais rigolé sur ces vidéos, mais je connaissais pas, tu vois. Et j'ai découvert grave des gens comme ça, tu vois. Mais ouais, tout ça pour dire que les podcasts, c'est quelque chose que j'ai commencé et vraiment, je pense que tu vas trouver ton compte. Mais ce que je te disais avant qu'on commence, regarde ce qui se passe outre-Atlantique parce que toi, tu es dans une niche super intéressante, je pense, entre le hip-hop. Mais tu sais que tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Gros, tu vas t'inspirer des trucs et tu vas refaire ton truc. Et moi, je pense que déjà, il y a ce truc que Clashroom, je pense que beaucoup de gens l'ont constaté. Je l'ai pas inventé. Genre, quand j'ai eu l'idée, du coup, j'en parlais avec ma meuf, c'était l'été dernier et tout. Je dis, il faut que je trouve un truc. Parce qu'en fait, on était déjà arrivé au Battle 3 et on était sur le 4. Et je me suis dit, et je parlais à ma copine et je lui dis, mais je sens là que, en fait, le Battle, je ne veux pas en servir. Tout le monde sait maintenant que je ne veux pas en servir à foison, mais c'est le concept phare sur ma chaîne. Alors, j'ai pas envie d'être ce genre de chaîne où mes vidéos sont intéressantes, où les gens ont envie d'aller sur ma chaîne, de voir ce que je fais, uniquement quand je sors des vidéos comme type battle. Donc, comment je fais? Il faut que je trouve d'autres concepts, des concepts phares, au même titre que le battle. Et je sais qu'il y a cette énergie de compétition, de rap et tout, ce truc-là qu'il y a dans le battle. J'aimerais... comment dire, l'apporter aussi sur un autre délire, tu vois. Et de là m'est venue l'idée de Clashroom de faire une sorte d'émission avec plusieurs jeux autour du rap. Parce que moi, j'ai regardé les battles, mais j'ai pas regardé Clashroom. Ah, t'as pas regardé Clashroom? Eh ben, c'est fou. Clashroom, c'était là c'est sorti en décembre. C'est sorti en décembre et ça a explosé, tu vois. Et ça, c'est l'équivalent États-Unis, c'est Wild 'N Out. Mais attends, si je crois que j'ai dû regarder. Je crois que je dois mélanger. Mais Battle 5, c'est sûr, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu récemment. Mais j'ai dû regarder, mais ça doit être. En fait, je l'ai regardé bien avant que j'ai l'idée de t'inviter dans le podcast. Du coup, je l'ai plus en tête. C'est des trucs que j'ai regardé quand tu t'as sorti, mais peut-être pas en entier. Mais ouais, c'est sûr que j'ai vu ce truc-là et c'est une très bonne idée. Non, franchement, c'est fou. Et je me suis dit, ça va être incroyable si j'arrive à monter ça. Et du coup, en plus, le truc, c'est que plus il y a d'acteurs, plus c'est dur à monter. Plus c'est dur à organiser et tout. Non, mais je me suis dit, non, je vais mettre mes coronets sur la table. Je veux le faire. Vas-y, let's go, tu vois. Et vas-y, ça a fonctionné. Et récemment, j'ai vu aussi des vidéos que tu as faites sur Ziak et sur Menace Santana. Déjà, qu'est-ce que tu penses des deux rappeurs? Parce que je sens que t'es fan. Moi, en fait, il y a ce truc, la drill, quand ça a émergé, j'avais l'impression que de dire, mais en fait, ce rythme-là, ce style de rap, ça sonne logique. Comment ça se fait que moi, je découvre ça? Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, en gros, j'ai découvert ça quand? La drill, il y a 2 ans avec les Pop Smoke, tout ça. Pop Smoke, littéralement, je le jure, j'écoutais un de ses projets sans le savoir que c'était lui. Il était inconnu au bataillon. Et quand du coup il y a Christian Dior, tout ça qui est sorti, tout, je me dis, mais ce mec-là, j'ai déjà écouté. Il était dans ma playlist, Apple Music, tout ça et tout. J'étais sur Apple Music à l'ancienne et tout. Je dis, mais je suis tombé sur ce type-là et tout. Et je me souviens que quand j'ai écouté, j'ai trouvé le rythme hyper atypique, mais pourtant, ça sonne logique. Pourquoi ça n'existait pas avant? Genre, parce que
tu vois, genre, c'est maintenant qu'on découvre ce que c'est que la UK drill, tout ça et tout, mais à l'époque, les gens n'étaient pas au courant. Voilà. Et maintenant, tout le monde se le mange et tout. Tu sais, maintenant, les sons, il y a des rythmes trap qui sonnent vieillots. La drill, ça sonne très actuel. Et pourtant, tu sais, j'ai déjà entendu un rappeur poser sur un rythme comme ça. Non, tu vois, je sais pas comment expliquer. Et du coup, il y a eu tous ces trucs, ces rappeurs Ziak, Menace Santana et tout. Je dis, mais c'est qui ces mecs? Ils sortent d'où? Ils viennent tous masqués et tout. C'est quoi ce bordel? Je trouve ça trop frais. Même Freeze ici est mis, des masques et tout. Non. Donc, j'ai trouvé cette terre-là. Bon, je pense que petit à petit, maintenant, là, on va sortir de ça. Mais pendant un moment, 2020, 2021, oh, la drill, c'était un délire. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça cool. En fait, quand Pop Smoke est arrivé, on va revenir sur toi et tes personnages, hein, mais du coup, tu m'as lancé sur le sujet de la drill. En fait, j'ai trouvé ça super cool parce que ça montre la capacité au hip-hop à toujours se renouveler, tu vois. Ouais. Parce qu'au début, c'était très... Mais pour moi, c'était impossible. Pour moi, après la trappe, il n'y a plus rien. Ouais. C'est ce qu'on se disait aussi en 2005 quand et c'est ça. Il y avait le Dirty South et tout, tu vois. Mais en fait, c'est un délire. À se renouveler ça va continuer, ils vont sortir des trucs. Là, j'ai vu un truc, la Jersey... Ah, DMV, là, les trucs comme ça. Non, la Jersey... Ouais, et ben ça sonne un peu vers la DMV. Ouais, ok, Jersey. C'est un délire. Non, mais t'as toujours tout un tas de trucs qui se refont, tu vois, mais quand ça arrivait, quand Pop Smoke est arrivé, je me suis dit, il y a un nouveau vent frais. Et je me rappelle, j'avais un ami qui travaille dans la musique, qui est de New York, qui était venu en France et j'étais avec lui. Et il me disait, là, vous avez Pop Smoke, mais en fait, si tu vas à Brooklyn, en particulier dans le coin de Pop Smoke, c'est vraiment, il y a des 10 rappeurs au mètre carré qui font la drill, et c'est vraiment le délire de Brooklyn. Et il m'expliquait que ça allait exploser, etc., que c'est en train d'arriver. C'est fou. Et c'est après qu'on a vu Fabio arriver, et ensuite ça s'est démocratisé. Et en fait, là-bas, aux États-Unis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont être très forts à créer des nouveaux trucs. Et ça va marcher un petit peu, mais si ça reste trop niché, eh ben, ils vont vite s'en débarrasser. Oui. Ils ont tendance à... Et ce qui marche ils jettent vraiment... un peu, ils jettent. Mais ils sont comme ça dans tout. Ouais, parce que dans tout. Quand tu regardes le cloud rap, moi j'ai vu la scène arriver, c'était encore à l'époque où j'étais un vrai scouter, j'avais 21 ans, je regardais tout ce qui sortait, etc. J'avais vu l'arrivée de Clams Casino, Lil B, The Bass God, Main Attraction, et ensuite A$AP Rocky. Donc je voyais bien que dans ce que je cherchais, il y avait A$AP Rocky qui s'y intéressait, enfin il y avait une scène là, tu vois. Et ça a explosé un peu avec Lil B, A$AP Rocky, Cloud Rap, nanana. Et en fait, il s'en est vite débarrassé parce que c'est trop niché. Et il allait sur quelque chose de plus commun, entre guillemets. Enfin, commun. En vrai, il a fait des choses différentes, mais c'était plus le Cloud Rap. Et en fait, ils s'en sont débarrassés. Et en France, t'as PNL qui a récupéré le truc et qui en a fait quelque chose de frais. Ils se sont appropriés. Ils se sont appropriés le truc. Ils ont ajouté leur touche et ils en ont fait quelque chose d'incroyable, tu vois. Mais ils se débarrassent vite de ça. T'as eu ça. T'as eu aussi le rap de SoundCloud avec XXXTentacion, les mots rap, etc. Les mots rap. Tu vois, mais tu vois, maintenant, je peux plus me l'écouter, tout ça, alors que j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Je sais pas. En fait, après le décès d'XXX, j'ai eu une overdose de tous ces sons-là. Et en fait, c'est fou. C'est vraiment... En fait, je comprends qu'il y en ait qui disent que XXXTentacion est un génie. Parce que il a débarqué sur la scène avec ce genre-là, et petit à petit, très tôt, il a commencé à se défaire de ça pour commencer à faire de la musique un peu plus accessible, plus pop. Et je me demande, et moi, j'étais là en mode, je kiffais de fou. Mais je me suis dit, j'ai cette frustration de me dire que j'aurais pas de nouveaux sons dans ce délire-là. Et il a senti venir le truc ici. Et en fait, c'est un mec qui vit la musique. Et je pense que tout ça là, il s'est dit, ça y est. En plus, ça allait avec un état d'esprit qu'il voulait rejeter, qu'il voulait plus. Il était dans la positivité et tout ça, donc il voulait tester d'autres choses. Et tu vois, tous ses potes qui sont restés dans ça, les ski masks, tu vois, le seul qui est sorti de ça et tout, qui a créé un nouveau délire, tout ça, Trippie Redd, pour moi. Mais après, tu vois, en fait, si tu veux, ça a continué, mais ils l'ont fait évoluer. Juice WRLD, faut dire qu'il a repris la torche. Juice WRLD, incroyable. Mais globalement, si tu regardes cette scène,
tu vois, elle a pas contaminé tous les rappeurs. T'en as encore quelques-uns qui le font. Là, il y a NBA Youngboy qui a sorti un morceau qui s'appelait Emo Rap. Tu vois, Lil Pump, il est mort. Hein. Il est mort dans le film. Ouais, lui, il est dead. Tu vois, mais c'est une musique. En fait, tout ce qui pète et qui touche du coup à une communauté adolescente, ça part vite. T'as totalement raison. Ils changent de goût tout le temps et ils grandissent vite, donc ça part trop vite. C'est pour ça en fait que j'ai entendu dire ça. Enfin, c'est un ami qui travaille bon, bref, qui me racontait ça et j'ai constaté que c'était vrai. Quand tu fais du contenu et que tu vises un public adolescent, c'est très compliqué de se renouveler. Trop éphémère. C'est trop éphémère parce que d'une année à l'autre, l'adolescent change très vite. C'est pour ça que tu as des radios qui ciblent très peu finalement les ados. Tu vois, parce que c'est trop compliqué. Le mec, d'une année à l'autre, il pense à autre chose, il voit autre chose, c'est galère. Ça. Et je pense que, tu vois, on l'a vu en venant, toi, tu as un public jeune, très jeune. Et je pense que tu as conscience que ton audience, elle peut vite changer. Et tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais leur proposer un truc ludique et vas-y, il y a toujours des nouveaux concepts. Ouais, tout le temps des nouveaux trucs à leur faire grailler et tout. C'est ça. C'est ça, tu dis, hey, t'as 15 ans, à 23 ans, tu me suis encore parce que j'ai encore des nouveaux concepts à te donner, tu vois. C'est un délire. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que je disais, du coup, t'avais fait un concept avec Ziak et Mona Santana où tu reprends leur identité. Ouais. Alors, comment ça t'est venu l'idée de ces concepts aussi? C'est un truc avec mes frères et sœurs. Ouais. Quand on écoute de la musique, en fait, j'ai ce réflexe de toujours vouloir l'imiter, genre quand ils rappent et tout. Non. Et en fait, à un moment donné, je fais Menace Santana et ça sonne grave Menace Santana en fait. Du coup, je me dis vas-y. En fait, je vais écrire tout un son parodie et tout. Et je vais carrément faire la parodie des Daily du Paille là sur l'émission UK là, où ils invitent tous les drillers qui est un peu montant. Ah oui, un peu comme Color ça. C'est exactement, c'est ça. Et ben, du coup, je dis vas-y, je vais faire ça et tout. J'ai vu ton freestyle, je l'ai écouté, tu l'as mis aussi sur les plateformes. Je l'ai mis sur les plateformes. Ça fait plus de 200 000 streams et tout. Non, j'ai rien dit, j'ai juste mis le truc sur Spotify. Mais j'ai vu, t'as 45 000 auditeurs par mois, je me suis dit. Le mec, mais t'as pas beaucoup de sons, je crois, sur Spotify. Non, il y a 2 sons. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis une fraude. C'est bon. Je suis une fraude. Mais c'est grave. J'ai rien dit à personne. J'ai juste mis le truc sur les plateformes. Les gens, ils se le mangent premier degré. Des gens qui tweetent. Que vous, Loni, de voir qu'il est meilleur que certains rappeurs, ça m'empêche de dormir. Mais les gars, sachez-le, je suis une fraude. Je suis une fraude. En fait, j'imite juste un rappeur. Genre, j'imite ses codes, tous ces trucs et tout. J'ai rien inventé. C'est évident. Enfin, tu le dis. Enfin, on l'entend. Même c'est plutôt. En fait, tu fais un rap satirique un peu. Ouais. Tu vois. Donc en vrai, on le sait, tu vois. Donc, même Ziak, c'était foireux, c'était à chier, mais ça veut juste faire le truc. Je savais que ça allait faire rire. Donc c'est cool. C'est cool, tu vois. Donc, du coup, ça m'a fait penser un petit peu au concept de masquer et tout ça, parce que c'était quelque chose de voulu. Ça, c'était voulu. C'était, je voulais masquer, j'ai toujours aimé son contenu, tu vois. Je me suis dit, ce serait cool du coup, je me suis dit, ce serait cool de faire un truc où j'imite des rappeurs et tout. Et en fait, je parle du rappeur et ensuite, j'arrive à l'imitation. Et je savais que du coup, ça allait ressembler particulièrement à la recette. Mais je voulais pas me brider. J'allais être déçu. Je me suis dit, vas-y, je le fais quand même. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Et je vais l'assumer. Vas-y. Et puis c'est pas comme si tu t'étais dit, je lance ma chaîne, je vais faire que ça. Non, ouais. Clashroom, voilà, tu fais les Battle 5, tu fais Ops, et tu fais aussi les vidéos face caméra où c'est assez ludique. J'en ai fait 2, ça m'a fait rire. J'ai fait sur Jacques et Mena Santana, voilà. Après, oui, voilà. Bon, après, demain, si je dois en faire un, pourquoi pas. Tu peux en refaire. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc ça peut être fun aussi de devoir tester d'autres trucs comme ça. Et puis, tu peux faire aussi évoluer le concept, y ajouter un peu plus ta touche. Voilà, c'est ça. Mais non, ça, c'est cool. Et je voulais parler d'un sujet qui est important, que les gens comprennent pas trop quand tu es sur YouTube. C'est le sujet un petit peu de l'argent. Attention, je vais pas te demander combien de t'inquiète. Mais plutôt la régularité qui fait que tu peux gagner de l'argent dessus. C'est-à-dire que les gens se rendent pas compte, mais... Par exemple, toi, je sais que tu sors pas des vidéos tout le temps, t'en sors à peu près une fois toutes les 2 semaines, voire plus. Ouais, une fois par semaine, j'essaie. Là, ces derniers temps, du coup, comme je suis sur les projets, c'est plus une vidéo toutes les 2 semaines. Ouais. Mais sinon, j'essaie de vraiment, je suis sur une vidéo par semaine et tout. C'est super compliqué de gérer ça, de gérer les partenariats. Toi, comment tu le vis perso? Alors, je vais t'avouer un truc. C'est l'aspect qui me saoule le plus dans ce que je fais. Ça me saoule. Tout ce qui est administratif, ça me
casse la tête. Genre, gérer tout ce qui est partenariat, genre les négociations, ça me saoule. Tout ça, et si je peux tout déléguer, tout faire et tout. Moi, à la base, j'ai fait des vidéos pour m'amuser, me saouler pas. Genre, le jour où on m'a dit, ouais, mais du coup, Loni, genre, t'as eu des partenariats, tu gagnes ton argent, c'est cool. Mais du coup, tu sais qu'il faut que tu déclares ton argent. Et pour ça, il faut que tu crées ton entreprise. Donc, tu vas devenir auto-entrepreneur et tout. Et moi, j'étais encore à la fac. Tu touchais peut-être le crous, tu disais, ah, ça va. T'es là, t'avais ton crous là, on te dit créer une entreprise, truc. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non, mais vraiment, en plus, c'est plein de trucs parce que on te contacte, t'es plus sous la tutelle de tes parents, tu sais, surtout tous les impôts et tout. Non, maintenant, c'est toi qui gères tout ça et tout. J'avais la tête qui gonflait d'informations. Genre, tout me tombe dessus comme ça. Genre, je peux pas juste faire des vidéos, laissez-moi tranquille. Genre, il y a tout ça et tout. Et après, petit à petit, bon, bah, tu t'y habitues, tu comprends que bon, bah, ça fait partie du jeu. Encore plus quand, du coup, tu veux faire de YouTube ton métier. Donc, forcément, il faut que tu baignes dedans, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Mais justement, gérer un peu financièrement entre une vidéo qui va sortir, les partenariats, ton compte Instagram, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont faciles à gérer? Enfin, facile. Est-ce que c'est des choses que tu arrives à gérer plutôt easy? Non, difficile. C'est dur. Hein. C'est dur, c'est tellement dur. En plus, surtout sur des projets comme Clashroom, où là, ça demande de l'investissement, ça demande que tu mettes un peu d'argent, en plus que tu payes le cadreur, tout, nan. Quand tu mets de l'argent comme ça, qui sort de ta poche, t'espères avoir un retour sur investissement. Ouais. Donc, il faut que tu sois un minimum sûr de ce que tu fais. T'avais eu un partenariat pour ça, d'ailleurs? Non. Et on avait essayé. Ouais. Alors, on avait démarché avec, du coup, mon manager, on avait démarché une marque. Et en fait, cette marque-là nous avait inventé une histoire vraiment qui tenait pas debout. Comme quoi, en gros, notre projet, il est trop hardcore. En fait, ce qu'on fait, du coup, quand on a parlé du projet de Clashroom, on leur a dit que ça ressemblait à Battle de rap, mais ça sera fait sous forme d'émission et tout, non. Et ils se sont dit, ouais, non, nous, ça va pas avec l'éthique, parce qu'en fait, vous, dans vos punchlines, vous dites des gros mots, c'est trop dur et tout. En vrai, je pouvais comprendre sur le coup, je me suis dit, bon, ok, on va sortir le premier épisode. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont vu que la vidéo, elle avait explosé, qu'elle a fini premier des tendances, etc., ils m'ont rapidement envoyé un mail pour dire « Nous serions ravis de... C'est l'épisode 2 Franchement, c'était super sympa, c'était génial on a bien rigolé !» Du coup, en fait, c'est là où tu te rends compte que... En fait, c'est le problème, c'est que les gens qui travaillent pour ces marques sont complètement à côté de la plaque en ce qui concerne l'influence, les youtubeurs et la jeunesse. En fait... ils vont essayer d'y mettre un filtre d'adulte sur un contenu de jeune. C'est ça. Oh, il va y avoir des gros mots, etc. etc. En fait, la question... s'en fiche, il y en a partout sur des vidéos. C'est ça, la question que tu dois te poser quand tu es une marque. Alors, ok, il y a la question des valeurs ou quoi, mais moi, les contenus que tu fais, c'est pas des contenus qui sont en termes de valeurs qui peuvent. Il y a des darons qui guettent et tout. Ouais, voilà, c'est plutôt clean. Alors, il y a des gros mots, bien sûr, mais les kids, ils en disent. Voilà, c'est plutôt bienveillant ce que tu fais en général. C'est ça qui devrait compter. Ensuite, en vrai, c'est l'audience, c'est le concept. Est-ce que ça s'inscrit avec la marque? Et c'est tout. Le problème, c'est que les marques comme ça, elles pensent que tu vas faire un contenu ultra lisse et que l'audience va suivre forcément. Non, toi, tu as ton concept. Elle devrait laisser le créateur faire son truc. Ça. À partir du moment que que tu connais l'éthique et plus ou moins la ligne éditoriale du créateur de contenu, en fait, ça devrait suffire. À partir de là, tu dis, OK, il me propose ça, vas-y, let's go, il va toucher l'audience. Et là, ce qui s'est passé, ils sont passés pour des rigolos, en vrai. Parce que là, c'était ridicule. En fait, ça fait des vues et les gens n'ont pas trouvé ça. Tu vois, ils n'ont pas dit, il y a trop de gros mots, ils n'ont pas dit ça. Au contraire, ils ont l'air d'avoir kiffé. C'est fou, parce qu'ils m'ont proposé un cachet de zinzin, en plus, pour le prochain épisode et tout. Je te dis, genre, moi, c'est pas l'argent qui m'anime, je m'en fous, j'ai pas envie de bosser avec eux. Non, juste à cause de ça. Non, franchement, je sais pas si c'est condescendant de ma part ou si c'est arrogant de ma part, mais vraiment, genre, bosser dans cette ambiance-là, non. Parce que, en fait, c'était pas tant... je sais pas s'ils avaient pas confiance, finalement, au projet, parce qu'ils se sont dit, en fait, on sait pas où on va. Clashroom, ok, certes, ça ressemble à Battle, mais ce sera pas marqué Battle. Parce que ce qui attire les gens, c'est la marque de Battle. C'est pas
Clashroom. Donc on sait pas où on va pas le faire confiance, lui donner de l'oseille pour un truc comme ça. Mais t'aurais donné de l'argent pour Battle? Pour Battle, est-ce qu'il m'aurait donné? Ouais. Ça, je sais pas. Pour le coup, je pense pas. Bah voilà, pense parce pas, que ouais. c'est Donc, tout le problème. ouais. Donc, je sais pas. Fallait faire Je confiance sais à pas Looney. sur quoi ils se basaient. Je sais pas sur quoi ils se sont basés et tout. C'est des darons qui regardent un contenu de kids et qui essaient de l'évaluer, de décider si c'est bon pour les kids. En fait, ce qu'ils devraient faire comme ça, c'est ce que les marques devraient faire, c'est plutôt demander directement à leurs gosses. C'est ça, en fait. C'est eux qui seront à même de dire, OK, lui, il est cool. Ah, lui, il est problématique. Tu sais, les expressions des kids. Ouais. En général, tu te bases sur ça. Et à partir de là, tu fais ton choix. Si tu commences à te dire, ah non, on va pas travailler avec lui parce que tu vas jamais avancer. En plus, il faut que les marques ils se jettent à l'eau. Genre, je vous propose un projet solide. Avec, je vous propose un casting. Voilà, telle personne. J'ai déjà fait des vidéos avec eux. Ça a fonctionné. Donc, potentiellement, on aurait déjà un minimum en termes de rendu, de vues, tout, etc. On sera dans un bon cadre. Je leur ai montré l'endroit où je serais, etc. Filmé, qu'il y aurait plusieurs caméras et tout. Quand tu vois ça sur le papier, tu te dis, mais le petit là, il sait ce qu'il fait. Ouais. Je sais pas, genre en plus, c'est pas, ouais, du coup, les gars, j'ai une idée de vidéo, voilà, tant et tout. On est arrivé avec un papier, tout bien structuré et tout. Et, faites-nous confiance, genre on a la dalle, on veut proposer des choses. En plus, ça fait 7 ans maintenant que je suis sur YouTube, ça y est, je comprends le système un minimum, je sais ce qui peut plus ou moins fonctionner maintenant. Enfin, ça c'est bon. Après ça se travaille encore, ça se travaille au jour le jour et tout. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Donc bon, voilà, pour ça tout est relatif, mais je propose un truc vraiment solide. Les gars, faites-moi confiance, tu vois. Et on a trop ce problème en France. Et c'est pour ça que, du coup, il y a beaucoup de gens, et peut-être ça emmènera sur un autre débat, il y a beaucoup de gens qui délaissent petit à petit YouTube pour aller sur d'autres plateformes comme TikTok, Instagram et tout, parce que c'est du contenu plus facile. Quand tu as des idées, dès que c'est un peu sophistiqué, tu sais que tu as besoin d'argent. Ouais. Si t'as pas l'argent, t'as sur toi, ton projet, tu pourras jamais le faire. Donc, c'est les marques qui peuvent t'aider pour ces projets-là. Bon, grâce à Dieu, moi, j'ai YouTube, j'ai réussi à me mettre de l'argent de côté, à faire de l'argent. Maintenant, quand je fais des gros projets, j'ai un retour sur investissement x2, x3 parfois. C'est cool. Mais, voilà, ça sort quand même de ma poche. Alors, il y en a, ils peuvent pas faire ça. Ouais. Donc, leur laisser cette occasion. J'avais déjà eu un rendez-vous avec une community manager de YouTube. Ouais. Je lui avais expliqué tout ça et tout, et elle souriait. Elle me dit, ouais, mais c'est tellement plus compliqué que ça et tout, et je comprends aussi. Ouais. Genre, c'est dur de se dire, ouais, vas-y, je vais tel créateur, je lui donne 10K et hop, il fait un truc et tout. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de structuré. Il faut que tu saches quand même quelle audience il va toucher et tout. Il faut quand même qu'il y ait une base. Ouais. Quand tu as une base, tu as tout. Qu'est-ce qui vous fait peur? Donnez-moi, je vais faire un truc cool. Vous aurez un retour. Enfin, je crois que, je sais pas si c'est le mindset ici en France qui est comme ça. D'ailleurs, on a trop peur d'investir dans des trucs qui en valent la peine, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est typiquement français. En fait, tu vois, globalement, même la culture de l'entrepreneuriat, tu sais, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de récent, tu vois. On essaie de le pousser un maximum. Mais oui, vrai, ça c'est récent. Ouais, parce que de base, les gens ont peur de tenter des choses, de se lancer, de se jeter à l'eau, tu vois. Et YouTube, c'est quelque chose de tellement peu conventionnel que les gens ne veulent pas prendre de risques. C'est ça, ils veulent pas prendre de risques. Ouais. Et c'est le problème qu'on rencontre, nous, en tant que créateurs de contenu. Et tu disais quelque chose d'intéressant. Les gens le délaissent de plus en plus YouTube pour aller sur TikTok et réel. Enfin, Instagram, globalement, c'est ce que tu as ressenti, toi. Moi, c'est l'impression que j'ai de plus en plus de jeunes. Moi, je me souviens, à l'époque, je voyais trop de petits de 12 ans devant leur caméra sur YouTube. Je me dis, ouais, qu'est-ce qu'ils font ici? Va jouer au Lego, je sais pas. Et ben, toutes ces personnes-là, ces profils-là, je les trouve plus sur YouTube. Ils sont tous chez TikTok, ils sont tous sur Instagram, en train de faire leurs petits trucs et tout. Et en plus, il y a ce truc où, quand on est petit, on est hyper actif, on a besoin de voir plein de trucs, plein de trucs. Quand t'as cet âge-là, t'as pas envie de t'arrêter trop longtemps sur une vidéo de 8 minutes. Ouais.
T'as envie de rester sur du contenu rapide. Ils font du truc et TikTok, c'est quoi? C'est du 1 minute. Ils font 3 minutes grand max, mais personne ne fait du contenu de 3 minutes. Ils font des 1 minute 30 secondes. 1 minute, voilà. 1 minute 30 secondes, voire moins. Et ils se le mangent et voilà, c'est à foison, foison. Et c'est pour ça qu'il y a plein, on se rend compte que du coup, il y a plein de gens qui ont d'influenceurs sur TikTok et tout. Il y en a tellement que je connais pas. Ah ouais, non, mais c'est un autre monde. C'est un autre monde, il y en a plein. Non, mais mec, franchement, je me suis dit ces dernières années, et tu me l'as dit aussi, et tu me l'as fait remarquer, sur YouTube, c'est vraiment le contenu plus sérieux, plus long, etc. C'est pour ça que moi, je suis allé sur YouTube de base, parce que c'était la plateforme qui me correspondait et qui me correspond encore le mieux, tu vois. Mais sur TikTok et sur Instagram, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que les réseaux sociaux ont commencé à toucher de plus en plus des cibles. Ça commence à être niché, tu vois. Genre, en général, c'est vrai que c'est les enfants qui commencent avec les réseaux sociaux, genre Snapchat à l'époque et tout ça, même Facebook. Et ensuite, c'est les plus vieux qui prennent le réseau et qui se l'approprient. Mais là, dans le cas de TikTok, t'as l'impression vraiment, en tout cas pour le moment, tu vois, c'est vraiment les kids, tu vois, donc les jeunes entre 7 et 15 ans, ils sont chauds de fou là-bas. Et moi, je connais absolument personne là-bas. Et je me disais justement que j'allais me lancer sur TikTok parce que j'ai une idée maintenant, est-ce que je peux tenter là-bas? Mais c'est vraiment devenu des mondes fermés. Genre, t'es sur TikTok, tu connais les influenceurs de TikTok. Sur Réel, t'as des influenceurs sur Instagram. Mais je vais te dire un truc, tu vas péter un câble. Là-bas, nous, on est personne. Tu mets un commentaire quelque part et tout. Personne te calcule. Non mais alors déjà, mais moi je te disais déjà, moi mon audience c'est vraiment pas une audience de kids. Genre je te le disais, on l'a constaté. Genre si t'es en dessous de 18 ans, j'ai l'impression que tu me connais pas. Tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. Tu vois, je suis juste un daron comme ça avec une beubare là qui marche. Et quand je vais sur TikTok, enfin je m'en rends bien compte qu'il y a personne, tu vois, qui va me connaître. Et j'ai vu que c'était le cas aussi pour plusieurs autres influenceurs. C'est vraiment les gens qui sont dans leur monde, ils font leur truc. Et quand je vais sur la plateforme, je me dis waouh. Là, il y a tout à redécouvrir, tout à refaire, etc. Et sur Réel, Instagram, je trouve que c'est encore différent, tu vois. Par exemple, il y a le gars, la Maf des rouleaux. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, celui qui fait ça. Genre, Mais comment il sort d'où? D'où il sort? C'est un truc de ouf. Typiquement, tu vois, il est dans un monde. Et puis, j'ai l'impression alors, je connais pas bien TikTok encore, mais j'ai l'impression que sur Instagram, t'as des influenceurs alors moi je regarde des trucs de nature, des fois des trucs d'animaux, des conneries, tu vois. Et genre il y a beaucoup de gens comme ça dans les réels sur Instagram, mais il y aura pas tellement ça sur TikTok peut-être, tu vois. J'ai l'impression que c'est très segmenté maintenant. Et les mecs comme moi qui font des contenus longs, genre en mode documentaire, vas-y, ils restent sur YouTube, tu vois. Donc maintenant quand t'es sur YouTube, tu regardes pas des contenus courts. En général, les gens aiment quand c'est long. Non, quand c'est long. Et sur Instagram, c'est court. Nous, sur le compte Instagram d'Iconic, les petits contenus qui se mangent vite, ça marche bien. Et sur TikTok, c'est des influenceurs vachement... il est carrément corny. Tu sais, c'est corny, c'est un peu kitsch. Bébête, kitsch, un peu, tu vois, mais... Il n'y a pas que ça, mais t'as vachement ça, et ça cartonne, tu vois. Et c'est un autre C'est marrant que tu dis ça, parce que quand j'ai voulu sortir le Battle Cat, il fait 1 heure. Personne ne l'a senti. Mais quand je l'ai dit, c'est le fait que je le dise. Quand j'ai dit que le battle faisait 1 heure, les mecs, du coup, les mecs qui sont avec moi, Evan, Totoch, c'est des mecs qui sortent de TikTok. Ah, d'accord. C'est des mecs qui sortent de TikTok. Okay. Et pour eux, c'est 1 heure, c'est inconcevable. Et puis même à une époque, mettre une vidéo d'1 heure sur YouTube, c'était contre-productif. Mais plus, en fait, les gens... du coup, j'ai l'impression que maintenant on consomme beaucoup, on se consomme énormément. Et si tu veux du contenu court, tu vas sur TikTok, etc. et tout. Si tu veux du contenu long, tu peux aller sur YouTube. Et maintenant, les gens n'ont plus peur de mettre des contenus qui font 1 heure. McFly Carito, ils mettent des contenus de 1 heure. Moi, je me les mange facile. Moi, sur YouTube, je regarde des podcasts qui durent des fois 2-3 heures. C'est ça. Et je bosse en même temps, je fais autre chose. De temps en temps, je regarde l'écran, etc. Ah ouais, moi, ça y est, maintenant, on est rodé. On peut faire plusieurs choses en même temps. Tu mets ton truc YouTube et t'écoutes. Et en même temps, t'écoutes, tu vois. Et ça, c'est vraiment la force du réseau. Et tu me disais quelque chose de super intéressant tout à l'heure sur Short. Moi, je vais lancer sur Short aussi, sur YouTube. C'est que leur stratégie sur Short, c'est de faire des trucs plus... c'est toi qui disais ça. Faut pas trop aller sur le terrain de TikTok, parce que TikTok, c'est faut pas aller sur le terrain de TikTok. Quand du coup, on avait une conférence du coup avec Short et tout, etc. Et ils voulaient notre avis sur l'application, parce que en fait pendant la veille, du coup, on était à fond dessus et tout. Ça avait duré 48 heures.
Et la veille, on était à fond dessus, sur l'application, on essayait de voir. Ils nous parlaient de ce qu'ils comptaient faire sur Shorts et tout, etc. Et à la fin, ils nous ont demandé notre avis, un espèce de compte-rendu. On a dit, c'est bien beau, Shorts, c'est magnifique. À première vue, on aura tendance à se dire que Shorts est là pour concurrencer TikTok. Et je pense que ce qui peut faire la différence, c'est de faire de Shorts un YouTube miniature. C'est là où ils auront quelque chose à faire d'intéressant. Parce que je pense qu'il y a des marques aussi qui se bloquent à, même pour les partenariats et tout, en dehors. J'ai l'impression qu'il y a... Après, moi, dans mon cas, hein, j'ai moins de partenariats qui sortent de YouTube. Et donc, si je veux créer du contenu, je pense qu'il y a des marques qui se brident à mettre de l'argent sur un jeune de TikTok et tout, justement à cause du format. Si on est sur du format YouTube miniature, un truc qui sonne sérieux, ça donnera envie aux marques de se dire, moi, je préfère, au lieu d'aller sur TikTok et de prendre un jeune de TikTok, je préfère prendre un jeune sur YouTube qui fait du contenu qui ressemble plus à YouTube. Qui a, tu sens qu'il y a un monde plus sérieux. Mais pas forcément plus sérieux parce qu'il fait du montage ou un truc, pas forcément dans ça, mais plus dans ce que renvoie l'image de YouTube. Et c'était tellement difficile à expliquer, mais j'ai réussi à me faire comprendre et ils ont dit, c'est pas mal, c'est intéressant, on voyait pas les choses comme ça. Et parce que quand en fait ils ont des supérieurs, ils font remonter les informations. Et bon après, voilà, j'ai pas le comment dire. J'ai pas les retours de ce que, oui, ce que tu as dit. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la prétention de dire qu'en gros, voilà, ils vont tendre vers ça. Mais je pense que ça les a permis de réfléchir. De réfléchir sur ça. Et je pense qu'il faut écouter les créateurs de contenu, surtout ceux qui réussissent sur la plateforme. C'est eux qui vont te permettre c'est eux qui vont donner les meilleurs retours pour que tu puisses évoluer. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Exactement, parce que quand tu regardes Vine à l'époque, c'est comme ça qu'ils sont morts. C'était, t'avais les créateurs de contenu de la plateforme qui avaient dit aux fondateurs qu'il faudrait que les contenus de, je crois que c'était 15 secondes, soient plus longs pour qu'ils puissent faire des choses plus créatives. Plus créatives. Voilà. Je crois même que c'était plus court. Et les créateurs ont refusé, ils voulaient rester super courts. Et ça a duré 6 secondes les Vines. C'était 6 secondes. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et c'est comme ça qu'ils sont on a morts. eu TikTok. Je pense qu'il y a des mecs qui ont récupéré ça. C'est ça, exactement. Et à l'époque, Instagram a commencé les vidéos, ils ont tous switché sur Instagram. Et sur Instagram, il y a eu ensuite les vidéos plus longues. Et c'est là où tout le monde a vraiment commencé à péter, tu vois. Ça a commencé à être un peu plus long. Et ça allait jusqu'à 1 minute. Et c'est là où les mecs, à l'époque, t'avais tous les sketchs et tout, des Viners. Je me souviens avec King Bash, tout ça, King Bash et tout, j'adorais. C'est une dinguerie. J'avais rencontré Splack, je me rappelle à LA quand on était et tout. Splack, il est marrant. Ouais, il était drôle. Enfin, toute leur équipe, là, à un moment donné, je suivais pas mal ce qu'ils faisaient, je trouvais ça super intéressant. Et je voulais revenir un petit peu sur ta vie en parallèle, justement, de créateur de contenu, parce que les gens se rendent pas compte, mais gérer. Enfin, les gens se rendent pas compte, ils doivent se rendre compte un petit peu quand même, mais t'as une vie à côté, tu peux vivre des choses un peu compliquées en parallèle de YouTube. Et est-ce que toi, t'as eu des épreuves en dehors de YouTube qui ont potentiellement aussi impacté sur ton travail sur YouTube? Oui, comme la plupart le savent, mon père il est décédé il y a de ça 2 ans du cancer du pancréas. C'était un cancer foudroyant, donc on l'a vraiment perdu rapidement. Et il est parti au pire moment. Merci. Franchement, je pense qu'il est dans un endroit plus calme, plus sain. Parce que il travaillait trop. Il travaillait trop. Il était technicien dans le froid. Et ça veut dire il se lève à 5 heures du matin, tout ça. Enfin, c'était tout le temps comme ça. Il prenait jamais pause, jamais de vacances, rien. Et pendant qu'il avait son cancer, c'est trop. Il avait le cancer. Il a travaillé longtemps avec le cancer. Donc c'est un délire, tu vois. C'est des gens, ils se plaignent pas. Ils ont mal quelque part, ils disent rien. C'est la génération de nos parents. La génération de nos parents. Ils étaient vachement. Ils ont immigré, ils sont venus ici, ils ont dit ok, on bosse. On donne tout ce qu'on a donné à nos enfants et c'est ça. Et on verra ensuite. Et du coup, il est parti au pire moment parce que c'était un moment où en fait, YouTube ça va. J'avais un bon bagage, j'avais 200 000 abonnés, mais je gagnais pas des masses, pas assez pour vivre. Et j'étais à la fac et je faisais un truc qui
qui me saoulait de ouf. J'étais en économie-gestion. J'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Je voulais tout arrêter. Et au moment où, du coup, l'année où je voulais tout arrêter et tout, annoncer à mon père, en fait, ce que je fais. En fait, moi, ce que je faisais, c'est je fuyais. Je fuyais au lieu de dire à mon père, en fait, les études, c'est pas pour moi. Quitte à ce qu'il me termine, que ça se passe mal avec mon père, mais que je trouve quelque chose que je veux vraiment faire. En fait, je fuyais. Je lui disais, la filière dans laquelle je suis me convient pas, je vais aller ailleurs. Ouais. Ça allait être comme ça trop longtemps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand mon père, du coup, est tombé malade, etc., j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, je sais qu'il a vécu une vie de malade, il a eu une vie de chien. Je ne veux pas avoir la même vie que lui, c'est pas possible. Je veux kiffer, j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. L'argent, c'est bien, hein, mais En fait, le truc, c'est que nos parents nous ont donné la possibilité de pouvoir avoir un maximum d'opportunités, de faire ce qu'on aime vraiment. Et c'est clairement ce qu'il a fait en quelque sorte en se sacrifiant pour toi. Et c'est ça que tu as réalisé. J'ai réalisé que j'ai l'opportunité de le faire. Il voulait que je fasse des études, que j'aille dans le truc. C'était vraiment son truc, mais je pense qu'il avait vraiment envie que je sois épanoui. En fait, il voulait que je sois quand même épanoui. Il voyait ce que je faisais sur YouTube. Il me disait rien. Tu connais les darons. Je me dis rien, mais quand il va au bled, tout le monde, ce qu'il fait et tout, et tout le monde l'applaudit. Donc je savais qu'il était fier de ce que je faisais. C'est plus ta daronne qui était ma mère démonstrative. Elle a toujours kiffé ce que je faisais. Ma mère, en fait, elle est dans la création. Elle est modéliste. Donc forcément, je pense que j'ai pris d'elle de ce côté-là. Donc créativité. Donc elle se lançait. Alors, en plus, elle a lancé sa société et tout. Donc elle n'a pas peur de tout ça. Elle comprend tout ça. Mon père, lui, il avait du mal. Lui, c'était quelqu'un de peureux. Il entreprenait rien. Lui, il préférait avoir un travail bien carré et il ramenait son argent. Et voilà. Voilà, c'est ça. Genre, monter son truc pour gagner peut-être un peu plus, c'est pas. Non. Vraiment, c'est pas son truc. Non, mais tu sais, comme je te le disais, je sais ce que tu as vécu parce que j'ai perdu ma mère en 2018, fin d'année. Un peu avant, en plus. Un petit peu avant. C'est pour ça que je t'avais envoyé des messages. On se connaissait déjà, mais je t'avais envoyé un message de soutien en disant si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas parce que quand tu crées du contenu et que tu fais un métier aussi public où les gens te voient, etc., où tu dois présenter, tu vois, c'est très difficile à gérer quand tu vis quelque chose d'aussi traumatisant et voilà. Surtout qu'en plus, tes parents, tu les vois vraiment comme des... Tu les c'est ce que je disais tout à l'heure, tu les mystifies, tu sais, il y a ce truc autour des parents où pour toi, ils sont immortels, tu vois. Genre, c'est inconcevable pour toi dans ta tête que ton père ou ta mère ne soit plus là un jour. Alors que c'est la finalité, s'il y a la vie, il y a la mort aussi. Donc, t'es là, t'es dans le déni, genre quand t'apprends que ton père il a le cancer. En plus, je m'en souviens, je m'en suis pris au médecin parce qu'en fait, ça faisait longtemps que tout le monde le savait. Nous, on connaissait pas les symptômes du cancer. Là, il avait des symptômes clairs et nets. Tout le monde sait qu'il a le cancer et personne voulait nous le dire avant qu'on ait les résultats définitifs. Mais ils ont raison de faire ça parce qu'il y a eu trop d'histoires où en fait ça allait jusqu'en justice parce qu'en fait ils annoncent à une personne qu'il a le cancer et finalement il l'a pas. Maintenant ils prennent toutes les précautions, ils prennent aucun risque, ils vont jusqu'au bout et après ils annoncent. Sauf qu'on a attendu trop longtemps, on a attendu des semaines après le résultat et tout. Donc il y a toute cette frustration, je sais pas ce que je vais faire dans la vie, mon père il va partir, ma mère elle va rester toute seule et tout, il y a la famille, je suis l'aîné. En fait, en plus je sais ce qui se repose sur nos épaules à nous les aînés quand le papa n'est plus là et tout. En plus il y a les tontons, ils viennent en plus comme mon père est parti, je vais pas m'étaler là-dessus mais il y a tout le monde vient à la maison et tout, il y a ce truc qu'on appelle les matangas pour ceux qui savent pas et tout. Donc tout le monde vient à la maison, tout le monde pleure. Et c'est très pesant ça. C'est très pesant parce qu'en plus t'es là, tu t'en viens à consoler des personnes. C'est ce que j'ai fait pendant toute la période. C'est toi tu les consoles. Je les console et en fait on te dit aussi garde la tête haute. Et j'étais là, j'ai pas lâché une seule larme parce que en fait le truc c'est j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps seul à seul avec mon père et c'est les moments où on a passé vraiment des moments vraiment je crois que c'est le moment où on s'est vraiment parlé. Mon père et moi, on se parlait jamais. On se parlait jamais et c'est les seuls vraiment moments. C'est ça. Ils ont une manière d'être. C'est particulier. J'étais pas à l'aise d'être dans la même pièce que mon père de manière générale. J'étais pas à l'aise. Toi aussi, avec d'ailleurs ton créatif là, tes couleurs, c'est pas de regarder.
Toi, t'aimes trop les Américains. Tes casquettes, tes trucs là. Cheveux, là. Tu dis, mais là, sois un peu sérieux, là. Son fils soit ingénieur. Non, lui, si ça parlait pas d'école, il pouvait canner. Genre, c'est trop. C'est que ça. Ça tourne autour de ça. Donc, à l'époque, lui, je pense, tu vois, enfin, j'en ai même la certitude parce que il doit être la même génération que mon père et tout. La seule solution pour s'en sortir à leur époque, c'était l'école. Ouais. Mon père, il a fait des études, il est devenu architecte et tout ça. Et lui, pour lui, c'était l'école. L'école. Et quand tu viens en Europe avec tes enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Ils aillent à l'école aussi, c'est sérieux, c'est sérieux. Avocat, médecin, un truc sérieux. Mais tu sais, c'est tellement dur de leur expliquer qu'aujourd'hui, le monde, il a changé, qu'il y a tellement de... Il y a des, moi, j'aimais bien leur donner des exemples de milliardaires parce que la plupart des milliardaires qu'on connaît n'ont pas fait d'études. Ils ont arrêté. Ouais. Et en fait, je leur dis, mais il y a aujourd'hui, il y a tellement. Regarde tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Ils aiment bien te donner l'exemple de quelqu'un, d'une daronne qu'ils connaissent et leurs enfants, ils ont fait des études d'avocat, je sais pas quoi et tout. Regarde lui, il fait ci, il fait ça. Je dis oui, mais tous, tu les entends, ils ont du mal à trouver du travail aujourd'hui. Après, c'est pas un exemple aller à l'école, bien évidemment. Peux dire mieux, dis à cet enfant-là s'il me connaît. Il me connaît. Il regarde mes vidéos. Dis-lui quand il rentre du travail, il regarde. Dis-lui c'est quoi Battle 4. Ah, c'est lourd, hein. Non, moi j'ai regardé Battle 4 hier, vraiment c'était bien. Hein. Merci pour la SACEM. Ouais, t'as vu la pub quand elle est passée à tel moment? Non, moi je stream fort, hein. Tu diras à Loni vraiment. Et là, regarde, dis. Mon petit, en fait, il est chaud. J'avoue, il est chaud. Ma mère, elle comprend tout ça, ça y est. Ouais, elle voit les darons, elles comprennent très vite. Mais ma mère, elle comprend. Ouais, mais moi, elle est vive de fou. Genre, dès qu'il y a un truc et tout. Elle t'en parle et tout. Elle m'en parle et tout, ouais. Maintenant, elle est sur Instagram, tout ça. Elle dit, ouais, mon fils, il faut que tu crées ta marque et tout. Ce serait cool et tout. Non. Let's go. Je dis, vas-y, tu vois, genre, c'est un bon soutien. Ma mère, c'est vraiment un bon soutien. Je sais que si elle avait pas été là, YouTube aurait une dimension différente pour moi. Ouais. Donc, elle me laissait faire mes trucs, elle me laissait avoir ma créativité, elle me laissait être dans mon monde. Des fois, YouTube, ça me prenait tout mon temps. Je dormais pas la nuit et tout. Ouais. Elle s'inquiétait, tu vois. Elle était là, ouais, mais tu dors pas et tout, non, et tout. Mais elle me laisse faire mon truc. Elle sait que je suis animé par ça. Je bois YouTube, je mange YouTube, je dors YouTube. À un moment donné, je savais que si je voulais me donner les moyens, il fallait pas que je dorme. Donc c'était tout le temps ça pour le montage. J'ai passé des nuits blanches. Ouais. Maintenant ça va. Du coup, je suis récompensé. De fou. Maintenant je suis récompensé. Tant mieux. Des fois, je suis dans mon lit, je fous rien. C'est parce que mon monteur il est derrière. C'est trop bien. Tu vois, et tout bien. Ça. Et ça a mis du temps. Pour lui expliquer que YouTube, voilà, il y a ci, il y a ça, je suis payé grâce à Google AdSense, ça, en fait, il faut que je sois régulier. C'est un travail comme un autre parce que là, je suis à mon compte, certes, mais je suis sérieux dans ce que je fais. Je mets tout en œuvre pour mettre une vidéo par semaine. Donc, c'est un planning. Donc, il y a des rendez-vous aussi à côté et tout. Plus ça monte, plus, en fait, j'aurai des responsabilités. Il va falloir en plus, il a fallu que je crée mon entreprise. Ça a tellement bien fonctionné que je me suis mis en société après. Donc, il y a tout ça. Elle a vu venir le truc, donc elle se dit, ah ouais, c'est sérieux, ouais. Ok, d'accord, vas-y, je vais lui faire confiance, parce qu'en plus, moi, j'ai joué la carte de, ouais, maman, laisse-moi une année, et tout, parce que... Il faut faire ce truc. Ouais, mais franchement, je vais te dire un truc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je sais que si mon père était encore là, je n'aurais pas la même vie. Genre, je pense qu'à partir du moment où mon père est parti, forcément, en fait, j'ai commencé à prendre mes responsabilités et me dire, ouais, en fait, je veux vraiment aller dans YouTube et j'ai eu l'occasion de faire ce que j'avais envie. Et en plus, ma mère, elle se reposait souvent sur mon père pour pas... en gros, c'est vraiment lui, tu connais chez nous, c'est le chef de famille, c'est lui qui a le dernier mot. Donc là, en fait, maintenant, c'est elle qui l'a, entre guillemets. Mais comme il y a ce truc d'aîné, il y a un peu une position un peu plus haute aussi. Donc, il y a ce l'homme de la maison aussi. Ouais, je suis l'homme de la maison et tout. Donc, on dialogue. On essaye de trouver un compromis. Et elle essaye de comprendre aussi où est-ce que je vais. Ouais, est-ce que tu as un plan? Ok, t'as un plan? Bah, vas-y, va. Quand je lui dis, je veux faire une année et tout, je savais très bien que j'allais pas reprendre les études. Ouais. Je savais que c'était... Mais du coup, j'ai tout donné, j'étais à fond. Et je voulais vraiment, au fond de moi, prouver aussi à mon père que là où est-ce que je vais, c'est vraiment le truc, c'est là, je suis fait pour ça, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, forcément, quand j'ai eu le million, bah, je me suis demandé, ouais, qu'est-ce que je vais faire pour le million? Est-ce que du coup, je vais faire comme tout le monde? Est-ce que je vais déjà, t'étais où quand t'as eu le million? Parce que moi, j'étais aux toilettes en train de chier de fou. Et j'ai reçu une notif. Ouais, t'as le million et tout. Je dis,
Tout le monde a essayé de t'appeler, c'est ça? Tout le monde m'appelait, j'étais comme ça. Bah, ok, j'étais au chiotte de fou, les gars, sachez-le. Mais j'ai tellement eu le temps de voir venir le million que ça m'a rien fait. Vraiment, je suis sincère avec vous, ça m'a rien fait. T'as bossé, tu te voyais progresser. Mais j'avais envie de fêter le coup. J'avais envie quand même de marquer le coup. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai foncé, j'étais à fond sur mon objectif à tel point que j'en ai oublié de regarder derrière moi et de voir tout ce que j'ai fait. Et quand je l'ai fait, je me dis, ok, à mon père, s'il avait vu ça, ce serait incroyable. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de faire tout un son, un petit truc, du coup, pour le dédier à mon père pour le million. Ah, c'est beau, c'est franchement cool. Non, c'est bien de te voir progresser comme ça malgré tout, parce que, enfin, comme je te l'ai dit, quand je l'ai vécu, c'était très compliqué, mais tu dois garder la tête froide. Ça a dû être compliqué aussi pour toi à ce moment-là, parce qu'il y a Iconic aussi, tout ce que tu avais à gérer. C'est ça. T'as une équipe, t'as une famille, t'as plein de choses qui bougent, et j'étais très content de voir que t'as beaucoup progressé. Et moi, c'est ça que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, t'as commencé à collaborer avec pas mal de youtubeurs. Oui. Et t'as explosé. Et puis, c'est pas comme si ils t'apportaient quelque chose et les gens regardaient pas ce que tu faisais. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, ça m'a fait les gens bien. adhéraient à ton travail et ça a monté très vite. Je me suis dit, waouh, il continue à monter. C'est bien. Franchement, j'étais content. Je suis content que ça se soit fait aussi petit à petit. Même si ça a monté vite, ça s'est pas fait. Ça a pas pété. J'ai l'exemple de Mastu. Ouais. Mastu, ça a pété d'un coup. C'est un truc de ouf. Il a commencé quand YouTube, Mastu? En même temps que moi, je crois. Ok. Il a commencé en même temps que moi. On s'est connus à cette période-là, à l'ancienne et tout, de fou malade. Et ensuite, ça a explosé pour lui. Il a la Redbox, tout ça et tout. Et j'ai vu sa progression. J'ai pas eu la même progression que lui. Lui, c'est monstrueux ce qu'il a fait, tu vois. Et j'imagine l'état dans lequel il devait être. Il devait être quand même un peu perdu. Et il devait quand même être un peu perdu. Quand ça monte trop vite. Quand ça monte trop vite comme ça, c'est chaud. Genre, mais moi, j'ai quand même eu une bonne progression. Ouais. Je suis content. Et en espérant que ça continue comme ça, franchement, j'ai vécu que de bonnes choses. C'est sûr. Une bonne chose. Non, c'est clair. Et au début du podcast, tu m'as parlé de musique et de tes goûts musicaux et ça m'a vachement interpellé. Donc en fait, toi, moi, alors je vais te dire ce que je pense. Je pensais de l'extérieur que tu écoutais beaucoup de rap quinri, du rap français. Et bien sûr, tu avais un côté très... tu devais écouter beaucoup de chansons de manga. Un peu décalé, ouais, les chansons de manga. K-pop. Tu sais, les sons des mangas, genre les génériques de Naruto. Et tout, ouais. Moi, j'ai une ça, c'est chaise. Ça, c'est chaise de vous. Ouais. Moi, j'écoute pas. Moi, ça, j'écoute pas. Ah, t'écoutes pas? Non. Ok. Je me suis dit, je m'aurais pas écouté un peu. Parce que moi, j'avais une période comme ça vers mes 18-19 ans. Genre, moi, j'écoute les remix drill. Maintenant, ils font des remix pour tout. Ils font des remix de fou. Moi, à l'époque, j'avais un MP3, genre en 2008. Et j'avais grave des sons, genre, d'animé, genre, tu sais, le générique de fin de la première saison de Naruto. Ouais. Don't cry, it's alright. J'avais des trucs comme ça, j'avais une période où j'écoutais grave ça et du R&B. Donc dans ma tête, ça n'avait rien à voir. J'étais dans un autre délire pendant un moment. Et je me suis dit, tiens, lui, il a dû passer par cette étape-là, écouter de la K-pop, du rap quinri et du rap français. Mais là, tu m'as dit que t'écoutes beaucoup de variétés. Ah, moi, j'aime beaucoup la variété. Hein. T'écoutes quoi, du coup, en variété? Tame Impala. Ok. En ce moment, je m'écoute beaucoup. Il y a celui qui chante Take Me to Church. J'ai oublié le nom. Des fois, je le mets dans un playlist comme ça. Tu vois, des chanteurs comme ça. J'aurais plus que c'est de la pop en mode. Tu vois, Tame Impala, je crois que c'est plus de la pop. Ouais, c'est plus de la pop. Hein. Ouais, mais en gros. Ouais, c'est des chanteurs comme ça. Ouais. Je kiffe de fou. Ouais. Des fois, en fait, c'est des musiques. Tu sais, c'est les musiques que quand tu mettais la 17. C'est des musiques qui passaient comme ça. Et tu racontes. Je te jure, maintenant, je m'arrête dessus. Je m'arrête dessus. J'ai grandi. Je te jure, musicalement, c'est fou parce que j'ai l'impression de comprendre la musique. Il y a des musiques que c'est bizarre ce que je vais dire de fou. Il y a des musiques, je kiffe écouter la musique le soir parce que c'est ce qui ça me fait, parce que je suis dans le noir, j'ai mon casque et tout, ça me fait ressentir des trucs, tu vois. Il y a des musiques à ces moments-là que je ne peux pas écouter. Ok. Parce que ça me fait une sensation. En fait, j'ai l'impression qu'il rentre dans mon âme. Il y a des musiques qui rentrent dans mon âme. Ça me met pas à l'aise. The Weeknd me fait cet effet sur certaines choses. Le projet, son EP là, My Dear Melancholy, je ne peux pas me l'écouter le soir. C'est hors de question. Ça me fait ressentir. Mais ce projet est incroyable. Ah bah moi, Question Mark de XXXTentacion. Question Mark. Je peux pas l'écouter là. Je suis pas prêt à le réécouter. Émotionnellement. C'était une période particulière et émotionnellement parlant, lui, c'est musique, elle est très...
forte en émotion. Non, mais il y a ce truc, ce son, partie 3, dans Alone, partie 3, dedans. Oh mon Dieu. Ah ouais, en plus, il a une voix juvénile. Ouais. C'est-à-dire que son cri, des fois, quand il chante, c'est à la limite du cri et tu sens la douleur. Lui, il savait chanter l'agonie, lui. Il me met tellement... Ouais. Cette musique-là me met tellement pas à l'aise. Elle est tellement puissante. Ah ouais, il y a des artistes comme ça qui ont ce truc avec la musique et les gens se rendent pas compte. Et c'est là que tu te rends compte que c'est ça la musique. La musique, c'est ça. C'est ce qui te fait ressentir des émotions fortes. Pas forcément dans le bad mood, mais même dans le truc où ça donne de l'énergie. La musique, c'est ça. Et c'est pour ça que ça fédère, parce que ça parle à tout le monde. Tout le monde vit la musique d'une manière différente. Tout le monde, quand il écoute une musique, ça lui fait ressentir quelque chose et tout. C'est trop, ça parle à tout le monde. Ouais, non, c'est clair. C'est et trop. donc, toi, t'es sur des musiques alternatives, chill... On va dire variété aussi. Parce que moi, quand tu me dis variété, moi, je pensais direct à Adèle, Florian. son dernier projet, ouais, je me le c'est magique. C'est magique. Moi, je l'ai écouté pour Noël. Ah ouais, pour la période de Noël, c'est génial cet album. Ah, c'est trop. C'était... Adèle, vraiment, elle n'a pas volé son succès. Oui. Ah oui. Ah, je n'ai pas peur de le dire, son dernier projet. Son son, là... I take love in the dark. Oh là. Mais me foutre en l'air. Non, mais t'as des artistes comme ça, comme Frank Ocean. Frank Ocean, genre, c'est un artiste que... En plus, il me ramène à des époques, bon, ça, c'est souvent les artistes qui font ça, mais c'est très, très fort en émotion. Genre, il y a un morceau dans... Tu vas l'écouter, là, je pense, en partant, mais... Le dernier morceau de son dernier album, il parle à sa mère. Il explique que maintenant, il peut s'en sortir. Ouais. Maman, maman, maman. Et puis, la manière dont il va faire la chanson, il va pitcher sa voix. Il dit... en gros, il explique qu'il est Kanye West, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il s'inspirait un peu de ce que faisait Frank Ocean dans ce délire-là. Je pense qu'il pitchait les voix. Non, oui, dans la manière, tu sais, même de chanter, c'est brut. Mais Frank Ocean a beaucoup bossé avec Jay-Z et Kanye West. Ça m'étonne pas. Dans la tu vois, ça m'étonne pas. Tu vois, j'en savais rien, voilà. Ça m'étonne pas. Et donc, c'est sûrement dû à ça. Et je pense même dans l'écriture, il a souvent été crédité. Donc, ouais, clairement, t'as raison. Et il avait, dans ce dernier morceau, il dit I'm not the guy, I'm just a guy. Genre, je sais pas, il racontait en gros qu'il était simple et qu'il avait réussi à s'en sortir. Il faut que je retourne sur le son. Et je me rappelle, je l'écoutais le morceau, je dis putain, quelle preuve d'humilité, mais en même temps. C'est ça. Je sais pas, lui, il me met vraiment dans des moods. C'est fou, hein. Et lui, il comprend, et tu sens que lui, il comprend ce que c'est que la musique. Il va pas donner de la musique parce que le public en veut. C'est ça. Et je lui en voulais beaucoup pour ça, parce que depuis Blonde, c'est sorti quand 2016. Ouais. Il nous a rien lâché. Au début, je lui en voulais, et avant de comprendre ce que c'était que la musique, lui, il vit la musique. Ça veut dire que s'il sort un truc, c'est parce que ça devait sortir. Voilà, c'est ça. Il en avait besoin. Ouais. Et t'inquiète, Frank Ocean, ne sors rien tant que tu n'as pas envie, parce qu'on sait que ce sera de la merde. Si un jour il y a un truc qui doit sortir, c'est parce qu'on sait que ça devait sortir. C'est ça. En fait, t'as des artistes comme ça, comme Adele ou lui, qui sont pas des artistes faits pour rentrer dans les tendances TikTok, c'est ça, etc. Ils se disent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. D'ailleurs, Adele, elle a dit, on m'a dit de faire des trucs pour s'adapter peut-être à TikTok. Elle a dit, tous ces enfants ont des mères. Leur mère m'écoute. Je dis, c'est putain, ça c'est queen shit, tu vois, genre, elle a dit un vrai truc. C'est magique. Et c'est vrai, c'est typiquement le genre d'artiste qui n'a pas besoin. Kendrick Lamar aussi, je le mettrais dans cette vague-là. C'est des artistes qui sortiront pas beaucoup de musique, mais dès qu'ils sortent de la musique, ça a du sens, ça a de la substance. Exactement. Et c'est là pour dire quelque chose. Leur musique, c'est eux. Statement. C'est ça, vraiment. C'est leur musique, c'est eux, c'est ce qu'ils représentent et tout. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu as l'impression qu'ils sont là juste pour faire plaisir au portefeuille de leur label, tout ça et tout. Malheureusement, la 3/4 de la musique que vous écoutez, ce qu'on écoute, c'est ça. Et il y a ces artistes qui arrivent à se défaire de ça. Et... Moi après, j'aime les deux. Hein. Oui. J'aime les deux, mais il y a des artistes. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Drake, et je sais que Drake, il veut toujours être devant nous. Mais je sais que en fait, il est dans une période où il peut se permettre de faire ça. Et j'aimerais plus qu'il prenne son temps pour faire de la musique et qu'il essaie moins de toucher tout le monde. Qu'il prenne plus de risques. Je pense qu'il est dans son truc où il veut toucher tendance TikTok, voilà, ça y est. Il veut toujours être au top. Être au top. Et je pense qu'il est à un moment où il peut se permettre de prendre son temps. Après, toi, t'es un peu jeune, je pense pas que tu l'écoutes beaucoup, mais Jay-Z, c'est ça. Quand il est arrivé avec 444, c'est un album qui a marqué beaucoup de fans de Jay-Z.
C'est un album qui est compliqué, très intellectuel, mais le contenu de l'album, c'est un album en fait qui a créé la conversation jusqu'aujourd'hui. Il a fait platine en une semaine, je crois, non? Ouais, je crois, ouais. Quelque chose comme ça. Mais il fait tout le temps platine. Ouais, de ouf. Et il parle de black ownership. Tu vois, c'est le fait que les Renois possèdent des choses. Oui, etc. ça j'en avais entendu parler. Et il a commencé à mettre un peu ce mindset. En gros, n'hésitez pas à créer des choses. Exactement. Arrêtez de prendre les avances aussi facilement. Réfléchissez vraiment à posséder ce que vous lancez. Les relations de couple. Il a parlé il a montré de la vulnérabilité en parlant de sa tromperie. De sa tromperie, de l'adultère avec Beyoncé, tout ça. Bref, il a vraiment dit des choses et il a fait cet album pour dire des choses. Il a parlé d'O.J. Simpson, etc. Bref, il a dit beaucoup de choses dans cet album et c'était un album qui m'a beaucoup marqué. Parce que justement, il y avait un message. Et Drake, il devrait s'orienter vers ça. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Mais dans le rap aujourd'hui, rap français, rap US, qu'est-ce que t'écoutes? Alors, rap US, j'ai de plus en plus de mal. Je t'avoue. C'est trop street en ce moment. En ce moment, c'est trop. Les Lil Baby, je les entends comme du bruit. Vraiment, je te jure, le rap en ce moment, ça me saoule un peu. C'est pour ça que maintenant, c'est plus la pop et tout. Ça me fait du bien. Ouais, t'as grandi. J'écoute d'autres choses. Rap. En fait, c'est pas rap parce que j'écoute que tu rap, c'est rap parce qu'il y en a, ils font. Genre, arriver à un certain stade, à un certain niveau de leur carrière, ça y est, genre. Je fais de l'argent, je m'en fous maintenant. En plus, il y a de plus en plus ce truc dans les textes de je suis juste là pour faire ma quicheta et après je me barre. Ah oui. Et ça veut dire maintenant, si tout le monde est dans cet état d'esprit, vous avez rien à raconter. Surtout dans le rap de la rue. Surtout dans le rap de la rue, aujourd'hui. C'est trop dommage. C'est ça. En fait, t'as beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui sont en fait des mecs de la rue. Or avant, c'était les rappeurs, c'était vraiment des mecs qui kiffaient rapper et qui se mettaient et qui racontaient un petit peu ce qui se passait autour d'eux. Maintenant, c'est le rap pour s'en sortir et gagner de l'argent. Genre Baby, il rappait pas il y a pas si longtemps, tu vois. Et il s'est mis à rapper pour ça. Après, il se trouve qu'il a un talent, même si sa musique est vachement répétitive. Et ça, je te l'accorde totalement. Mais tu sens qu'il y a ça. Et mais t'as des artistes. Mais tu vois, Roddy Ricch, son dernier album est un bijou. T'as beaucoup aimé Live Like Fast. C'est la première fois que j'ai écouté un album, pour moi, il n'y a aucun son à jeter. Très musical, toi t'es moi, c'est l'album versatile que je cherchais depuis longtemps. Il est trop versatile. J'avoue que j'ai bien aimé l'album. L'influence de Young Thug et tout, qu'il met à sa sauce, j'ai kiffé. On n'aurait pas dit son fils illégitime ou je sais pas quoi, il arrive... Tu sais, Young Thug, c'est grave ça. Dans sa voix, il démonte des descentes et tout. Lui, il le fait trop bien. Roddy Ricch, c'est incroyable. C'est plus structuré, hein, Roddy Ricch. Mais tu sens qu'il est influencé par Young Thug. Un truc de bâtard. Fou, ça se voit, ça se sent. Un truc de fou. Mais tu devrais écouter Polo G. Polo G, les rythmes et tout. L'album là, il est lourd. Je vais m'y mettre un peu plus. J'ai écouté 2-3 sons de lui, il est chaud, il est bouillant. En termes de mélodie, j'adore ce qu'il fait. Et il y a qui d'autre que je peux te conseiller comme ça un peu dans les mélodies? Après, c'est trop street. Genre NBA Youngboy, c'est Lil TJ, tout ça. Lil TJ, il est bon, mais je vais m'arrêter difficilement. J'ai l'impression que même au niveau des prods qu'ils choisissent et tout, c'est daté. Ça sonne daté. En fait, le truc, c'est que moins moderne. En fait, le truc, c'est que pour eux, la drill, c'est comme je te le disais au début, c'est ok, c'est sympa, mais c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Ça a été un truc niché. On a fait de l'emo rap, on a fait du club rap, là, on a fait de la drill. Pop Smoke, le porteur de la drill même, est en train de s'en détacher, tu vois. C'est ça. C'est ça. Album, il y en avait moins. C'est autre chose, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est un style musical qui colle bien à l'Europe. Ça marche bien avec Londres, ça marche bien avec Paris. Je sais pas exactement pourquoi, mais le mood globalement. Je crois, on est arrivé. Il y a dès qu'il y a une culture autour d'une musique, ça crée des gens engagés et tout. Voilà, le truc de la drill, ça sonne avec les couteaux, la street. C'est ça. C'est tous ces trucs-là. C'est tous ces trucs-là. Et sur le rap, et dans le rap français, est-ce que tu écoutes des choses en particulier? Rap français, alors celui, Freeze, hein, moi il m'a redonné goût au rap où on s'acquique. Hein. Ça faisait longtemps, parce que je trouvais ça faisait la plupart des rappeurs que j'écoutais qui kickaient, ils m'attiraient pas particulièrement. J'ai eu cet effet-là. Freeze, vraiment, il découpe, il y a pas de chute, il y a pas de chant, il y a pas de ça envoie. En fait, le truc avec Freeze, c'est que je parle souvent de génération parce que ça se ressent de fou. Tu sens que c'est un mec de ma génération. Oui. Il vient du rap où il y a de la punchline. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que... Je crois qu'il a 30 piges en plus. Hein. Ouais, il a 30 piges. Ouais.
il s'est pris les mêmes trucs que moi. Je le sais. En fait, tu regardes des gars, tu dis, ok, lui, il s'est pris vraiment les mêmes trucs que moi. Et en fait, tu sens qu'il s'est pris tous ces trucs-là et il a adapté à lui-même, il a créé quelque chose de neuf. Et mais en termes de punchline, tu sentais qu'il disait, non, mais moi, quand je rappe, il faut qu'il y ait de la punch, il faut qu'il y ait de la punch, il faut que ce soit différent. Et c'est vrai que quand il est arrivé, c'était... J'écoutais plus beaucoup de rap français, vraiment, dans cette période-là. Et quand il a sorti son album... LMF. Quand il a sorti LMF, j'ai écouté cet album. L'intro, je crois que c'est l'un des morceaux que j'ai... Je pense que c'est le morceau que j'ai plus écouté en 2019, quand il est sorti. C'était 2019 ou 2020 Ouais, c'est septembre 2019. Septembre 2019. Non, 2020. Cet album était ouf. Genre, j'ai vraiment... Et surtout cette intro. Genre, le morceau... tellement atypique, tellement épique. Ça, ce morceau, et le feat avec Alpha One. Ah ouais, rap catéchisme. Tu vois, ces deux rappeurs-là. Oh là. Alpha One et Freeze, c'est des rappeurs... en fait, eux deux, c'est des monstres. Hein. Voilà. C'est des rappeurs, si tu vas aux US, tu dis, voilà, ça, c'est nos rappeurs français. Ouais. Moi, tu vois, c'est comme ça que je vois. Je suis d'accord. Parce que j'aime beaucoup d'autres rappeurs. Tu vois, par exemple, j'aime bien Hamza ou quoi. Aux US, ils vont kiffer peut-être même plus facilement. Mais c'est quelque chose qui se rapproche vachement de ce qu'ils connaissent, quoi, ouais, voilà, c'est ça. Mais je trouve que ces rappeurs-là, Freeze et Alpha One, c'est vraiment des rappeurs pour moi qui se démarquent, qui ont quelque chose. En plus, ils prennent un peu des quinries, mais ils ont leur délire, tu vois. T'as capté. Et ouais, non. Dans le rap français, c'est vraiment ce que je préfère en ce moment. Et toi-même, dans le rap, est-ce que tu dois sortir un album, un projet, quelque chose? Peut-être, mais on verra. J'attends de trouver mon identité. Ouais. Je pense que je manque beaucoup de ça. Je manque d'identité. Ouais. Je pense que pour l'instant, c'est un truc fun. Ouais, ça m'amuse et tout, c'est cool. Et si un jour j'ai l'occasion, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Seb, il a sorti un projet, j'ai écouté, franchement, tu vois, il a son identité et tout, ça lui va bien, tu vois, genre je kiffe et tout. Moi, je pense que je manque de ça. Ok, bah je vais écouter ça. J'ai appris qu'il rappelle, mais j'ai jamais vraiment. Ouais, il a sorti un projet, tout ça. Ça me rappelle beaucoup Orelsan à une époque. Ok. Mais tu vois, c'est du Seb. Ok. Il fait du Seb et franchement, je kiffe ça, tu vois. Vas-y. Bah, ouais. je vais m'y intéresser. Et franchement, c'est cool parce que il y a ce truc où il y avait. Pendant un moment, il y avait beaucoup ce truc où, ouais, les influenceurs qui font des trucs autour du rap et tout. Et j'ai l'impression que petit à petit, les gens commencent à comprendre que ouais, t'es un entertainer, tu fais plein de trucs. Les rappeurs deviennent des blogueurs, des influenceurs. Donc pourquoi nous, on pourrait pas faire le contraire, tu vois. Ouais, mais en France, tu connais. Les gens ont du mal. C'est ça. Quand tu sors d'une case, tu dois faire un truc. Si ouais, tu fais plusieurs trucs, les gens le vraiment, prennent c'est ça. assez mal. Bah écoute, on a parlé pendant un bon petit moment. On a parlé un bon moment. Hein. Bah, j'espère que les gens vont apprécier parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Je crois que c'est la première fois que je parle autant et sur YouTube et d'autant de sujets. Bah, je pense que les gens vont vraiment te découvrir. Ouais. Ils vont vraiment découvrir l'entièreté de ton personnage et je pense que sur ma chaîne YouTube, on a une audience qui se rattache un peu mais qui est différente quand même. Et je pense qu'il y a moyen qu'il y a pas mal de gens qui te découvrent et qui se disent mais en fait Loni il a un vrai univers, une vraie profondeur et ils vont s'intéresser à ton contenu. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère aussi. Et moi de mon côté, j'ai eu un super contenu, donc je suis content de toute façon. Non, c'est lourd, c'est incroyable. Non, c'est lourd. Merci beaucoup Loni. Je savais que ça allait bien se passer. Franchement, dès que tu m'as proposé, oui. Putain, je me suis dit il fallait que je commence avec Loni. Je trouve que tu colles bien à l'image de ce que je veux proposer, ce côté un peu varié dans ton personnage. Ce good vibe, vraiment ça j'ai beaucoup apprécié. C'est lourd. J'apprécie beaucoup ça dans ton contenu et on sent que t'es encore au début d'une aventure. C'est cool. Je pense que j'espère aussi pas mal de choses à proposer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci spectateurs, abonnez avec la cloche. Et mettez la cloche à Iconic aussi. Faut mettre la cloche, faut mettre le like, faut tout mettre. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci énormément. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Non, mais de ouf. Et de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, faire 2 épisodes, parler. Let's go. Il y aura plein d'autres formats sympas. Let's go. C'est vraiment en mode fun. On est dans un bon cadre et tout. Ouais, gars. Moi, j'attends. Je pense que tu vas lancer tes podcasts aussi. J'avais imaginé un podcast qui s'appellerait Cartes sur table. Et du coup, ce serait des questions sur des cartes, tu vois. Genre en mode. Ça serait lourd. Faudra m'inviter. Bien sûr. Bien sûr. On va retourner les questions. Vous allez apprendre Iconic sur ma chaîne. De ouf. En tout cas, merci à toi. Merci à vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Cheers.